Salut, salut, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Faction Focus, encore une fois avec le roi de la mort, puisque c'est Miladin, Merci beaucoup. qui est encore une fois venu filer un coup de main pour parler un petit peu de la mort. Donc cette fois-ci, alors on s'attaque à un gros morceau de la mort, le BT abandonné par tout le monde, on trouve assez peu de choses dessus, assez peu de rapports de bataille, le bouquin de la mort, les Légions of Nagash. Donc on va essayer de faire au mieux et de trouver un format qui s'adapte, qui se prête bien à parler un petit peu de tout ça. Donc on va passer sur le Grand Toast of Nagash, la Légion du Sang, la Légion de Sacrament, la Légion du Sang, la Légion de la Nuit, la Légion du Deuil et les Soulblight. et les Soulblight. Alors aussi la Légion du Deuil qui n'est pas dans ce bouquin, mais voilà, on considère que ça aurait dû être dedans. Ça aurait dû être dedans, c'est les mêmes règles d'allégeance, Voilà. on a à peu près tout qui se regroupe dedans. C'est un gros morceau parce que c'est le seul Battle Tome pendant très longtemps qui offrait plusieurs allégeances. Ouais. Alors quand on parle d'allégeance, on parle vraiment d'allégeance, pas de sous-allégeance. Voilà. C'est le genre de Battle Tome qui vous permet de jouer plusieurs armées en même temps. C'est-à-dire que si vous avez une team de 6, techniquement, ce Battle Tome vous permet de jouer 5 à 6 armées différentes, ouais, mais avec les mêmes figurines. Donc, voilà. Donc dans ce bouquin, il y a aussi la Grande Allégeance Death. On va pas en parler parce que ça commence à être un peu désuet. Elle a été mise à jour en manuel général, voilà. Et du coup, en fait, ce Battle Tome, pendant très longtemps, était le seul bouquin à avoir plusieurs allégeances dedans. Puis il y a eu Oroku Clan qui est sorti du coup avec Iron Joe, Big Wag et Bone Splitters. Ouais. Donc voilà, mais du coup, ouais, c'est un Battle Tome très spécial avec lequel on a beaucoup de niveaux de jeu et de niveaux de lecture à avoir, ouais. Un peu comme du Cities of Sigmar. Voilà, c'est un peu un petit Cities, donc il y a quand même moins d'entrées et il y a beaucoup d'entrées qui vont être communes à plusieurs allégeances, hein, c'est pas des sous-allégeances. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite avec, comme d'habitude, une petite partie de fluff. Oui, en gros, Légion de Nagash, c'est un peu les Cities of Nagash en fait, hein, vraiment. Ça regroupe en fait toutes les anciennes figurines de battle qui ont survécu à End of Times. En fait, c'est l'équivalent de la Grande Alliance Death. Ouais. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé Age of Sigmar, il n'y avait aucun Battle Tome Death à part la Grande Alliance et les Flesh Eater Courts en V1. Et ils ont sorti du coup les Légions de Nagash en début d'année 2018 pendant My Importance. Ce qui permettait enfin d'avoir un Battle Tome qui regroupait un Battle Tome de Savoie. C'est ça, exactement. Un Battle Tome de Savoie. On avait de tout en fait. Vraiment, on avait tout un mash-up dans cette allégeance, donc avec les squelettes, les zombies, les vampires, ouais, les mortarques, les petits héros, les grands héros, Nagash lui-même. Et ce qui était intéressant, c'est que on a plusieurs légions. Et en fait, dans le fluff, il y a 4 grandes légions dans la mort. Il y a la Grand Toast of Nagash, qui est en gros l'armée personnelle de Nagash. Voilà. S'il y a un souci avec Nagash, et que Nagash il a envie de vous défoncer, il ramène sa Grand Toast. C'est-à-dire que ça va être beaucoup de Morghast, beaucoup de crève-garde d'unités d'élite. Ce sont des squelettes. Perso, quoi. Voilà, vraiment la garde perso, la garde d'élite de la mort, dans une armée qui est très généralisée. De l'autre côté, vous avez la Légion du Sacrement, qui elle est envoyée dans les missions un peu, sensibles. Donc c'est souvent les missions secrètes, du coup gérées par Arcane le Noir. C'est ça. Pour contextualiser un petit peu, chaque légion est dirigée par un mortar. Par un mortar, voilà, exactement. Great Toast of Nagash étant la légion du gros boss en lui-même. Arcane le Noir ayant sa propre légion, la légion du Sacrement. Voilà, il est le mortar du Sacrement, il a sa légion du Sacrement. Et en fait, chaque légion a un peu son style de jeu, d'armée. La légion du Sacrement est vraiment dédiée à toutes les missions sensibles. Voilà, c'est la Légion du Sacrement qui devait construire la pyramide noire qui va servir à faire le nécroséisme. Donc tous les squelettes qui sont partis chercher les sables sépulcraux. Le sable sépulcral, c'est des squelettes des légions du Sacrement. Donc toutes les missions sensibles où Nagash a besoin de quelqu'un digne de confiance, sachant qu'il ne fait pas confiance à ses 2 autres mortarques, c'est-à-dire Mantfred et Neferata. Arcane, c'est son gars, c'est son Gus, c'est la seule personne à qui pour l'instant il peut faire confiance, en attendant les mortarques qui viennent après.
bah, du coup, les Légions du Sacrement, c'est vraiment la CIA de Nagash, quoi. Derrière, on a, enfin, c'est pas vraiment la CIA, mais c'est en gros pour les missions sensibles. Voilà. La CIA, ça va plus être Neferata et sa Légion du Sang. En gros, c'est beaucoup d'infiltration dans le fleuve. C'est la CIA, elle va envoyer plein d'espions parmi les empires des royaumes mortels et compagnie. Et c'est une légion aussi qui est très élitiste parce qu'elle se veut très vampirique, entre guillemets, beaucoup de Soulblight dans cette légion. Ça, c'est lié au fleuve de Neferata elle-même, en fait, C'est qui ça. historiquement est la première vampire. Première vampire de l'histoire de Battle. Et qui a tué sa cousine. Hein. C'est ça, qui garde aussi du coup ce titre de première vampire dans AOS. Donc il y a sa légion du sang. Du sang. Donc tourner autour des vampires, autour de l'infiltration et de l'élite. Voilà. C'est à travers cette légion que il y a des espions qui vont infiltrer des empires, infiltrer des royaumes ennemis à Nagash et qui vont semer un peu la zizanie ici et là pour permettre justement à Neferata de mieux conquérir les ennemis de Nagash. Vraiment beaucoup dans l'histoire de Neferata. Moi, je fais un petit peu l'histoire de Neferata sous Battle. Voilà, c'est beaucoup de manigances, essayer de tourner des anciennes cités autour dans ce qui était le royaume des rois des tombes à l'époque, de promouvoir on va dire comment ça s'appelle ses croyances, ses croyances en développant des temples du sang, voilà, donc dans d'autres peuples. Donc c'est vraiment beaucoup de manigances. Neferata qui est vraiment où elle va essayer de convertir des courtisanes, des dames de la noblesse, les transformer en Soulblight pour aller derrière manipuler les nobles et les grands seigneurs. Donc ça c'est Khalida par exemple. Hein. Khalida qui était une princesse de Khemri, qui était sa cousine, et qui s'est rendu compte de la tromperie, et Neferata qui l'a tuée en espérant qu'elle rejoigne ses rangs. Et malheureusement, il y a un dieu qui est intervenu entre-temps, et donc elle n'a pas pu corrompre la princesse Khalida. Et du coup, ça c'était à Battle, et enfin le style de Neferata ne change pas, c'est toujours la reine de l'infiltration, et ça se voit à travers ses règles aussi. Hein. C'est la reine de l'infiltration, de la manipulation, de la séduction aussi. Donc voilà. Donc sa légion tourne un peu autour de ça. Ensuite, on a la Légion de la Nuit, qui est la légion de Manfred von Karstein. Alors là, c'est sa figurine à lui que j'ai montée sur un dragon zombie, mais c'est Manfred. Et en gros, Manfred von Karstein, c'est une bête enragée. Lui, on l'envoie vraiment pour semer la zizanie, mais pas d'une façon vraiment élitiste ou dans un but d'espionnage. Là, c'est vraiment une bête sauvage. C'est un sauvage. C'est vraiment une bête sauvage. On va vraiment l'envoyer pour faire peur, pour conquérir, pour taper sur les ennemis. C'est vraiment une brute. Hein, ça se retranscrit bien dans le fluff, la Légion de la Nuit se caractérise à travers les règles, par des règles qui permettent de faire des frappes en profondeur sur les bords du champ de bataille. En gros, ça veut traduire le fait que c'est une armée qui va arriver de nulle part, qui va vous défoncer la gueule, et qui derrière va repartir tout de suite derrière, avec beaucoup de Vargeist, beaucoup de squelettes. C'est une armée qui est censée faire peur, quoi. Vraiment, c'est une armée horrible à affronter, à l'image de la cruauté de son Mortarque, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, on va intégrer aussi les légions du deuil, hein, qui est une toute nouvelle légion, la légion de Lésiolinder, qui est en gros toute nouvelle légion avec pas juste des Night Taunt, mais aussi des nécromanciens qui sont à sa solde, des squelettes, des Graveguards. C'est un bon melting pot entre Night Taunt qui est plus une troupe de choc, vraiment, pour aller attaquer d'un coup, un peu à l'instar de Manfred, mais d'une façon moins brutale et plus séditieuse, plus vicieuse, on va dire, plus perfide. Et pourtant, être plus perfide que Manfred, faut le faire. Hein. Donc voilà, en fait, on trouve en fait que des légions qui sont vraiment basées sur un thème précis. Voilà, on a d'un côté la magie avec les légions du sacrement, donc les trucs vraiment sensibles, les trucs secrets, faut pas en parler, il n'y a que Nagash qui sait. Il y a la légion vraiment élitiste qui vraiment se concentre autour des vampires, donc des agents de Neferata.
On a la Légion qui se concentre autour des déploiements, des frappes en profondeur, de la peur vraiment, d'une frappe en profondeur dans le dos, voilà, enfin, un peu de la lâcheté. Voilà, c'est je t'attaque par derrière, ça c'est du coup Manfred von Karstein. Dans la nuit. Voilà. Le gars, c'est lui qui a tapé par derrière, je crois, Balthazar Gelt et qui a détruit le monde, l'ancien monde, le vieux monde. Je ne suis pas de ce monde. Ah ouais. Voilà. Et du coup, après, voilà, Lady Olinda, même chose, une troupe de choc qui va aller attaquer rapidement. Mais du coup, ouais, Soul Blight, voilà, c'est une allégeance qui est présente dans le Battle Tome plus pour sauver un peu les vampires. Sauver un peu les vampires, pas forcément sauver les vampires, mais en gros, si vous voulez une allégeance, elle est là. On n'a pas fait de Battle Tome encore. Je pense qu'à terme, vu ce que Game Workshop est en train de faire, c'est-à-dire de séparer par race les races de la mort, je pense qu'à terme, on viendra à un Battle Tome Soul Blight, donc avec un livre pour les vampires. De la mort ou même en destru, hein, c'est ce qu'ils ont fait avec en séparant toute la partie gobelin avec les grottes et la partie orc. Alors ils ont mélangé, enfin Oruk maintenant, en mélangeant les Bone Splitters et les Oroquois. Du coup, oui, Soul Blight est présent. Il n'y a pas beaucoup d'élaboration sur le fluff. Ça fait partie. En fait, c'est plus on a une élaboration sur le fluff des unités plus que sur l'allégeance. C'est toujours à peu près la même chose, voilà. Voilà, c'est des vampires qui sont maudits par la malédiction de l'âme sombre, du coup, de Neferata. Qui sont affamés de sang, qui boivent du sang. Ceux qui n'arrivent pas à boire du sang, ils pètent un câble et ils deviennent des Vargeist. Il y en a qui font des rituels justement pour faire cette ascension vers le Vargeist. Ça s'appelle le Masranga, c'est des vampires, c'est des seigneurs vampires de Gour qui disent que vas-y, les Vargeist c'est trop cool. En fait, c'est atteindre la sainteté vampirique que de se transformer en Vargeist. Ouais, il y a des maboules. En gros, les mecs ils se pendent la tête vers le bas à travers. Enfin, en fait, il y a des chaînes qui les enroulent et ils sont pendus la tête la première vers la tête en bas vers un lac de sang bouillant. Et ça accélère leur folie parce que du coup ils ont soif et du coup cette folie qui s'accélère, ça les fait transformer en Vargeist. Et normal quoi. Enfin, voilà, je veux dire le rituel dominical. C'est ça. Pour beaucoup de vampires lords dans les royaumes mortels, le Vargeist c'est en fait l'horrible vérité l'horrible vérité naturelle qui se cache à l'intérieur de chaque vampire. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de devenir. Et puis pour cette caste de vampires de Gour spécifique, ceux qui appellent cette cérémonie le Masranga, du coup de se suspendre à un lac bouillonnant de sang, les mecs ils veulent devenir des Vargeist. Tout va bien. Donc voilà, c'est le seul petit truc culturel qu'on voit un peu parmi les Soul Blight. Culturellement parlant, il n'y a pas vraiment de grosse différence en fait entre un peu toutes les légions. C'est plus un style d'armée plus qu'une culture différente. Voilà. Ouais, ils vont suivre un général, un Morghast particulier. Voilà, on élabore un peu sur les White Kings et les squelettes qui en gros étaient des civilisations qui étaient mortes et qui à travers soit la volonté d'un nécromancien, soit d'un roi qui est devenu White King, va rester dans la non-vie du coup. Les zombies, très clairement, ce sont des cadavres réanimés par des nécromanciens. Il n'y a pas vraiment de grosse élaboration sur le fluff du côté des légions de Nagash. Donc voilà, en gros, c'est vraiment juste le mash-up de toutes les anciennes figurines de battle. Et en gros, en fait, c'est vraiment la grande alliance Death par excellence. C'est ça, et on peut espérer ou imaginer que à terme, on commence à avoir des schismes. Des schismes, des battle tomes vraiment spécialisés avec au final peut-être les légions de Nagash qui à terme d'ici une version ou deux disparaîtront. Quoi. Donc voilà. Ce qui serait dommage parce que ça reste un battle tome très intéressant dans sa façon d'être conçu. Mais quelques mécaniques vieillissantes. Ce serait pas, voilà, il y a des mécaniques vieillissantes et puis ce serait pas étonnant qu'à terme on ait une armée squelette, une armée vampire, une armée fantôme, une armée zombie / comme humain. ce qu'ils ont fait avec les Flesh Eaters. Hein. Ils ont leur truc à côté, puis on peut très bien imaginer la même chose pour les squelettes, pour les Night Haunt. Et après on verra qui est allié avec qui. Puis, Exactement. Très bien.
Mais on va pouvoir passer tout de suite au petit guide des achats. Oui. Donc on va passer tout de suite aux achats qu'on pourrait avoir. Alors là pour le coup, on attaque toutes les allégeances en même temps parce que les ventes et les start co qui ont été faits sont un peu mélangés. C'est ça, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors historiquement il y a eu une Battle Force. Il y a eu une Battle Force fin 2017, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où en gros on avait un Mortark à l'intérieur. Sur la boîte, enfin sur l'affiche c'était Neferata, mais c'est un multi-kit donc C'est vous ça. pouvez monter qui vous voulez. Soit en Manfred, soit en Arcane. En Arcane, voilà. Ensuite, dedans, vous aviez 2 Morghast, Harbinger ou Arkai, c'était à vous de décider. Et derrière, vous aviez, je crois, quelques Black Knight, beaucoup de squelettes, un White King et peut-être des Graveguards, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Après, une boîte assez fournie, donc malheureusement qui commence à être un peu délicate à trouver. Ouais. Sur internet, vous avez peut-être une chance, mais en boutique, sinon ça sera mort. Sinon, vous avez le Start Collecting, donc la Skeleton Horde, un peu abîmée, mais ça passe quand même. On l'achète pas comme ça. Avec en fait, pour 65 €, vous avez le Mortark qui lui tout seul coûte le même prix que le Start Co en fait. Ouais. Donc c'est super avantageux. Derrière vous avez 5 Black Knight que vous pouvez changer en X-Wave si vous voulez. Les X-Wave qui sont prenables en Légion de Nagash. Ouais. Et 10 squelettes. Voilà, donc c'est idéal pour commencer, une armée de la mort à côté d'un Mortark. Voilà. Et puis derrière vous avez les petites boîtes individuelles. Donc avec, là on a une boîte de 2 Morghast. Voilà, donc c'est pas les boîtes les plus avantageuses, très honnêtement, puisqu'il me semble que les 2 Morghast sont à 47 €. Ouais. Vous pouvez avoir des Morghast aussi dans la partie Ossiarch de Festindos. Oui. Bon, ça peut dépanner. Malheureusement, vous ne pourrez pas jouer le reste de la boîte en Grand Host of Nagash et en Legion of Nagash. Donc voilà. Vous avez quelques blisters avec des nécromanciens dedans. Donc le nécromancien en blister, la tombe Banshee, le Cairnwraith. Le Vampire Lord à pied sera en résine. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de variété en termes de figurines de vampires. Ce sera soit le vampire qui se sent l'aisselle avec sa grosse aile de chauve-souris là. Sinon, c'est les anciennes figurines de battle, donc de Vlad van Karstein, de Manfred, de Globalement, les figues sont quand même assez vieillissantes sur cette gamme-là. On a beaucoup de vieilles références de battle. D'où l'idée qu'il y aurait prochainement une sortie, c'est un grand terme, hein, mais on espère, des sorties Soul Blight avec des nouvelles figurines, notamment des Chevaliers de Sang, qui coûtent là pour l'instant 80 balles les 5 figurines en résine. Ouais. Ça coûte cher. Donc alors pour les Chevaliers de Sang, il est d'usage d'acheter des cavaliers du chaos. Des haut elfes, je crois. Ah, peut-être. Les cavaliers haut elfes et de les convertir simplement en les peignant un peu plus en rouge et en leur mettant une bonne tête. J'ai rien contre les elfes. Mais voilà, donc globalement, il y a plein de figurines qui vont être assez vieillissantes. Après, vous avez les boîtes normales, hein, c'est-à-dire les boîtes de 10 squelettes, les boîtes de 10 gardes des cryptes. Vous avez vos boîtes, si je ne dis pas de bêtises, de Spiritoast qui peuvent être jouées en Légion de Nagash, les boîtes de X-Wraith, les boîtes de Chainrasp aussi. Les Chainrasp font partie aussi des J'en profite aussi sur le Start Collecting Flesh Eater. On peut avoir du coup un Vampire Lord sur Dragon Zombie. Vous avez, pour 65 €, vous avez le Start Collecting. Pour 70 €, pardon, vous avez le Start Collecting du coup Flesh Eater. Où vous avez à l'intérieur des horreurs, des ghouls, et derrière le choix entre un Terrorgeist, un Abhorrent Ghoul King sur Terrorgeist ou un Vampire Lord sur Dragon Zombie. Le Vampire Lord sur Dragon Zombie tout seul, 50, je crois que c'est 42, 43, quelque chose comme ça. Mais bon, du coup pour la diff de prix, ça peut valoir le coup de partir sur du boîte fake, en effet. Et revendre ce qu'on a en trop, voir si vous êtes des moboules de conversion. Exactement. Vous amusez. Et puis, vous avez le kit avec soit le Bloodseeker Palanquin, la Mortis Engine et le Trône de Sabbat. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de boîtes, il y a beaucoup d'entrées. C'est vraiment un gros mash-up des anciennes figurines de Battle. En fait, il y avait vraiment la seule figurine qui était sortie avec Légion de Nagash, mais qui ne faisait pas partie des Légions de Nagash, c'était le Knight of Shrouds. Qui était sorti en 2018 pendant Main Importance. Tout le reste était sorti avant l'arrivée de Age of Sigmar. Donc voilà, c'est un peu le Cities of Nagash, très clairement.
Donc, bon, après, Même en comme termes d'hab, d'achat. vous avez. Donc, vous pourrez encore tout trouver sur le site de Games. Donc, il y aura beaucoup de Finecast. Il y aura en référence en métal, je crois plus qu'il y ait grand chose. En métal, non, je pense plus qu'il y ait. Je pense Non. que tout ce que vous trouverez en résine, ça va être les guerriers de. Les chevaliers de sang, Ouais. les figurines de Vampire Lord. C'est ça. Donc voilà, après, à part ça. Peut-être les chauves-souris, les deux types de chauves-souris, les Bat Swarms et les Fellbats. Possible Voilà. Voilà, avec les. Puis sinon, à part ça, c'est tout. Hein. Ouais. Donc voilà, donc, bon, globalement, vous trouverez, pour ce qui est joué, en tout cas, que vous décidiez de mettre des parties Night Hunt ou des parties vraiment Death Rattle. Alors si c'est du Night Hunt, il n'y aura aucun problème à trouver ça via des Startco, etc. Et si c'est du Death Rattle, a priori, ça devrait aller aussi. Ouais, le Death Rattle, le squelette n'étant pas très cher pour la petite unité de 10, franchement, ça va. En plus, c'est facile à monter, c'est facile à peindre. Ça se fait vite, franchement, en termes de hobbyiste. En termes de hobby, pardon, c'est très facile C'est clair. à mettre en place. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, donc écoutez, on va passer tout de suite à une partie un petit peu plus narrative avec les différentes listes d'armées qu'on peut envisager. Alors on va commencer tout de suite. Alors on va changer un petit peu de format par rapport à d'habitude parce que là c'est un BT qui est très fourni. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler à la suite les unes des autres des différentes allégeances. Ouais. On va vraiment essayer d'aller de vraiment parler assez en profondeur de chaque allégeance assez précisément, rentrer dans des listes. C'est un livre assez spécial, hein. Techniquement, si vous faites une équipe de 6, vous pouvez très clairement avoir 5 de ces allégeances dans votre équipe. Si vous répartissez bien vos War Scrolls et que vous respectez bien les règles, il y a moyen d'avoir 5 allégeances. C'est un liste solide, C'est ça. globalement. Donc, je propose qu'on commence tout de suite par mon préféré, le Grand Host of Nagash. Grand Host of Nagash. Alors, Grand Host of Nagash, alors déjà, il faut savoir que, on va parler des généralités, sur chaque allégeance, on a des mécaniques communes. C'est ça. Donc, on va faire le tour tout de suite. Première mécanique commune, c'est comme d'habitude. Le laquais de la non-vie. Donc la Feel No Pain à 6. À 6 pouces du héros. À 6 pouces du héros, Feel No Pain à 6. Donc, à la différence des Night Hunt qui étaient V2, Wally Within 12, là, on est sur Même chose pour les fakes, même chose pour les Ossiarques. Même la Légion du Deuil, hein, ça marche pareil. C'est ça. Ils ont un peu adapté ça par rapport au BT des Légions. Exactement. Première chose. Ensuite, deuxième mécanique hyper importante qui fait vraiment la diff, c'est les fausses communes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les fausses communes, ça veut dire qu'on va toujours avoir 4 fausses communes à répartir sur la table. 2 dans notre camp. Dans notre camp et 2 n'importe où sur la table. C'est ça. Qu'est-ce que peuvent permettre les fausses communes? Premièrement, début de partie, on peut placer des unités en fausses communes. En réserve. Et à la fin de la phase de mouvement, pour chaque héros à 9 pouces d'une fosse commune, on peut faire revenir une unité en réserve dans les 9 pouces de cette fosse commune et à 9 pouces de toute unité ennemie. C'est ça. Donc ça permet vraiment d'avoir, pour une armée qui notamment pour beaucoup de lignes, ne bouge pas beaucoup, là on a vraiment de la manœuvrabilité, beaucoup de manœuvres dans nos mouvements. C'est ça. Donc faire des bonnes frappes en profondeur. Surtout que ça se fait à la fin de la phase de mouvement. Hein. Donc techniquement, si votre général se déplace prenons au hasard 16, vous êtes à 16. Si vous avez prévu, vous pouvez avoir une fosse commune qui est à 25 de vous, un petit peu moins de 25 au moment du déploiement, et ensuite mettre ça à 9. Donc vous êtes déjà sur une base de 34. Bon, alors vous ferez... Ça peut valoir le coup quand on sait qu'on a le T1. Il y aura forcément un ennemi dans les 34 pouces de la fosse commune, mais en tout cas, en fait, ça vous donne vraiment beaucoup de levier. C'est ça. Ensuite, autre mécanique des fosses communes, hormis le déploiement en fosse commune. Elle vous permet de faire revenir des figurines tuées ou de guérir des figurines qui ont été blessées. C'est ça. Pour chaque fosse commune, en fait, vous choisissez une unité amie invocable et vous lancez un des 3. Il faut qu'elle soit à 9 pouces de la fosse commune. Vous lancez un des 3 et soit vous guérissez des 3 points de vie à cette unité, soit vous lui faites revenir autant de points de vie que le score de votre jet de dés. Donc par exemple, vous avez 37 squelettes, vous avez à 9 pouces de ces 37 squelettes une fosse commune, vous allez pouvoir jeter votre D3 et faire revenir des 3 squelettes. Alors, petite mécanique particulière quand même avec les fosses communes au niveau du soin, c'est qu'on ne peut pas ramener des figurines à moitié de vie par exemple. C'est ça. Donc si vous avez des loups par exemple, vous faites un 3, ou vous faites un 1. Vous ramenez personne. C'est ça, vous n'allez pas ramener un loup à 1 point de vie, c'est pas possible. Vous ramenez que des figurines entières. Il faut d'abord guérir
une figurine qui a encaissé des C'est PV. ça. Donc, en gros, si vous avez un loup qui a un PV, bah, le premier jet de dés pour la première fosse commune, bah, ça va être pour guérir C'est ça. le loup. Par contre, si vous faites 3, bah, vous faites un PV de guérison Et plus ramener un loup. un loup de 2 PV qui revient. C'est ça. Par contre, si vous faites 2, bah, vous faites que guérir le loup, quoi. C'est ça. Et ensuite, dernière mécanique des fosses communes, notre général peut ramener depuis les fosses communes pour un point de commandement, donc en étant un 9 de la fosse commune, ramener une unité entière, en fait une unité summonable. Voilà. Donc il peut ramener une unité entière depuis les fosses communes. Donc En fait, 40 chain à la rasp, fin de ouais. votre phase de mouvement, si vous utilisez un point de commandement et que vous êtes à 9 pouces d'une fosse commune, vous avez l'occasion de faire revenir une unité qui est déjà morte, qui est invocable. C'est-à-dire, vous avez perdu 40 squelettes en début de partie, vous avez votre PC, votre général est à 9 pouces d'un grave site, et il n'y a personne autour, enfin, personne qui peut cerner vraiment Oui, parce que c'est cette à fosse plus de 9 commune. pouces des ennemis. Cette fosse commune, bah, du coup, vous prenez un PC, hop, et les squelettes y reviennent. C'est ça. Et ça, c'est très très fort. Et en plus, ça compte comme une invocation. Donc, à partir du moment où en compétitif, vous allez compter les points de bâche, les key points, bah, eux, ils ne comptent plus. Ouais. Voilà, c'est des invocations, ils ont déjà été tués, ils ne peuvent pas se refaire tuer Ouais. derrière. Donc, enfin, en tout cas en termes de comptage de points. Donc, c'est vraiment pas mal. On a une armée qui est résiliente par le système de jeu et pas par les stats. Donc c'est vraiment attrayant comme. Du coup, ça veut aussi dire qu'on est, à l'inverse de la plupart des autres armées et même des autres armées de la mort, on est extrêmement dépendant du général. C'est ça. Si le général meurt, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'on a plus Là, ces deuxième ou troisième souffle. On est aux antithèses de l'Ossiarque, c'est-à-dire vraiment le général qui fait tout, le héros qui fait tout. Si vous n'avez pas de héros, si vous n'avez pas de général, votre armée, elle fait absolument rien. C'est ça. Donc ça, c'est pour les mécaniques communes, en tout cas, de toutes les légions. Et chaque légion va avoir sa petite mécanique à elle. Supplémentaire. Donc en Grentost of Nagash, par exemple, premièrement, vous avez accès en battle line au Graveguard, au garde des cryptes. Garde des cryptes, pardon. Donc en battle line. C'est très intéressant parce que les gardes des cryptes ont été baissés en points. Ce sont de très très bonnes unités de combat. Summonable, qui ont de bonnes stats au combat, qui ont une save un peu meilleure que les squelettes de base. Du coup, voilà, les Grentost of Nagash, c'est une allégeance vraiment qui se prête bien aux squelettes, notamment au Graveguard, du fait que c'est des lignes. C'est une très très bonne unité de ligne. C'est une très très bonne unité de base pour du squelette, et c'est une très bonne unité de ligne. C'est les squelettes d'élite en fait. C'est des squelettes d'élite, voilà, avec de bonnes petites stats et compagnie. Et puis derrière, ça se prête bien à un bataillon qui s'appelle le bataillon de la Death March, avec un White King, une unité de Black Knight, une unité de garde des cryptes, 3 unités de squelettes. Voilà, tout ça en une pause, vous avez vos lignes de bataille, et puis vous avez de quoi vraiment prendre la table si vous voulez booster à fond. Ça vous permet d'avancer un petit peu et d'avoir plus de squelettes qui reviennent à la vie en fonction du placement du White King par rapport aux unités du bataillon. Donc ça, c'est très très cool. Vous avez, si Nagash est général, l'opportunité d'avoir des Morghast en ligne de bataille. Voilà, donc là déjà ça fait 2 lignes spéciales pour cette allégeance. Voilà, on retrouve vraiment la versatilité qu'on voit dans beaucoup de Battletomes, c'est-à-dire si telle allégeance c'est votre allégeance, du coup vous avez telle ligne. Si tel personnage est votre si général. tel personnage est votre général, du coup vous avez telle ligne. Du coup là on a vraiment une grosse versatilité, et du coup c'est très intéressant, même que ce soit compétitif ou en termes de fluff et de fun. C'est toujours sympa de sortir une armée de 6 Morghast et puis Nagash. C'est ça, on peut vraiment orienter sa liste comme on veut. Un truc super élite, un truc super masse avec des squelettes. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de pauses, notamment. On ne peut pas vraiment rentrer le bataillon de Nagash maintenant que le War Scroll de Nagash a changé, avec les Ossiarch Bone Reaper, que son coût en points a augmenté. Aussi, ceux des Morghast aussi, ils ont augmenté de 10 points. Du coup, en fait, on se retrouve avec soit beaucoup de pauses, soit un bataillon qui est archi cher, avec des trucs qui sont super chers à l'intérieur. C'est peut-être l'un des mauvais côtés de ce Battletome, c'est qu'on a beaucoup de bataillons qui sont mal composés, qui n'ont pas des effets qui sont super forts,
et qui vont être très très chers pour ce que ça fait. Ouais, puis en plus, on a un bataillon par allégeance, quoi. Voilà, Donc, et du coup, le bataillon du Grand Toast of Nagash avec Nagash dedans, bah, on vous demande d'avoir Nagash avec 880 points, on vous demande d'avoir une unité minimum de Morghast, donc ça fait 210 points. Derrière, on vous demande d'avoir soit 3 fois 10 squelettes, soit des Black Knight, soit des Graveguard dedans. Ouais. Alors ouais, ça permet de faire tanker un peu plus Nagash, mais si c'est pour faire tanker Nagash, maintenant on va en Ossiark, hein. ouais, c'est vrai. Du coup, le bataillon plombe un peu le côté Nagash en Grand Toast avec des Morghast derrière, quoi. Bah, c'est vrai que Et le bataillon coûte cher en plus, donc c'est ça, le problème de ce BT, c'est que globalement, il y a un bataillon par allégeance et qu'ils sont chers et qu'il y a des coups en point qui ont beaucoup changé. on verra qu'il y a vraiment 2 bataillons sur les 5-6 bataillons qui existent dans ce Battle Tome. Il n'y a vraiment que 2 bataillons qui ont leur place. Ouais. L'un d'entre eux étant la Death March. Ouais. Voilà, la Death March qui permet vraiment d'avoir toute une armée en une pause. Si vraiment vous abusez à fond, vous mettez plein de Black Knight, l'unité de Black Knight vous la mettez à fond, l'unité de Graveguard vous la mettez à fond, les squelettes vous les mettez à fond, vous avez un White King, derrière vous avez de quoi mettre un nécromancien, ou alors vous gardez les Black Knight à 5 et vous mettez votre Vampire Lord sur Dragon Zombie et vous le boostez. Derrière, vous mettez un trait de commandement. Alors, il y a 2 traits de commandement qui sont super forts en Grand Toast of Nagash. Il y a l'Aura des Âges, qui met un -1 en touche à toutes les unités autour en fait, phase de combat. Donc, l'aura des âges, c'est un petit peu particulier. C'est pour toutes les unités engagées avec votre général. Vont récupérer sur un 4+, un -1 à la touche, mais pas uniquement sur votre général. Surtout. Donc, le but, ça va être d'engager le maximum d'unités, 2 assez facilement, puisque quand vous allez foutre un Vampire Lord sur Dragon Zombie, ça bouge bien. C'est ça. Donc le but, ça va être d'engager un maximum et sur un 4+, chaque unité engagée aura un -1 à la touche. C'est ça. Donc si vous êtes bon au 4+, c'est cool. Si vous êtes moins bon, il y a l'autre trait de co. Et surtout, l'autre trait de co, c'est Seigneur de Nagashizar. Ouais. Toutes les unités Death Rattle à 6 pouces de votre général ont plus une attaque. Voilà. Très clairement, le squelette, toutes les unités Death Rattle se jouent sur la saturation d'attaque. Quand vous voyez les squelettes qui augmentent leur nombre d'attaques en fonction de leur nombre, puis derrière un White King qui vient derrière pour leur donner plus une attaque, il y a un Vampire qui leur donne plus une attaque, vous avez un Vampire sur Dragon Zombie qui arrive et qui dit bah toi, juste parce que je suis là à 6 pouces, bah, tu vas avoir plus une attaque. Vous pouvez monter jusqu'à 6 attaques par squelette ou 5 attaques par carte décrypte. On peut faire relancer toutes les touches aussi. Avec le PC du Vampire sur Dragon Zombie, vous faites relancer les touches. Vous saturez bien, hein. Vous passez sur du 4+ relançable, 4+ avec des squelettes avec lance, 3+ relançable, 4+ avec épée, et je parle même pas des gardes décryptes avec des jets de touche à 3+ relançable. Ouais. Derrière 3+, le jet de 6 de blessure, il fait 2 dégâts, vous avez Reine -1. Ça commence à faire mal, hein. En plus avec une petite danse macabre. C'est ça, en fait, alors on va en profiter un petit peu. Globalement, moi j'aurais tendance à penser que les squelettes, ça commence à être compliqué de jouer des squelettes parce que il y a trop de trucs qui sont bons. On va vraiment déjà de base, on va vraiment trop s'écraser. C'est ça. Quand vous allez tomber sur des trucs un peu trop tanky, vous passerez, mais jamais. Et à côté de ça, on a des Graveguard qui au final font le taf. Qui ont baissé en points, qui sont des battle lines. Qui sont des battle lines, qui sont summonables. Donc, qui ont de la bonne synergie avec les Grand Toast of Nagash. Franchement, il y a des trucs à faire. Et puis même le squelette peut juste être là pour prendre l'objo. Si vous prenez la Death March par exemple, vous êtes juste là pour prendre l'objo et puis ça vous fait diminuer votre nombre de pauses. Ça ne vous empêche pas de prendre une autre unité en plus de Graveguard. Voilà. Très clairement, vous faites une liste Death March avec 3 x 40 squelettes, 30 gardes décryptes, 5 Black Knight, un White King, un Vampire sur Dragon Zombie, un Nécromancien. Vampire sur Dragon Zombie, vous lui mettez l'amulette éthérée. Vous êtes bien les gars. Franchement, et en plus, ce qui est bien dans ce Battle Tome, c'est qu'on n'a pas de taxe pour les allégeances. On n'a pas de taxe obligatoire en trait de commandement, en aptitude de commandement et en artefact. Donc franchement... C'est ça, donc après, pour parler un petit peu des unités qui peuvent franchement synergiser là-dedans, donc de base, on a le Nécromancien. Donc le Nécromancien a augmenté en points, il était à 110, maintenant il est à 130. Il est à 130 et il les vaut parce que bon... Il les vaut largement, parce qu'en fait, il a un sort qui est la danse macabre. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur le domaine de magie qui est
monstrueux. vraiment monstrueux. Très très bon domaine de magie. Et ensuite, le sort perso du nécromancien, c'est la danse macabre. Et pour faire simple, ça permet à une unité d'être activée 2 fois sur du 6, une unité summonable qui permet d'être activée 2 fois à la phase de combat. Maintenant, c'est plus trop exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de systèmes de jeu qui permettent d'attaquer 2 fois et d'attaquer mieux D'affilée. parce qu'on attaque d'affilée. Je pense au Flash Eater Courts par exemple. Avant le début de vers le début de la V2 et avant, c'était quelque chose de monumental parce que c'était la seule capacité qui pouvait faire taper 2 fois une unité. Là, du coup, on a Slanesh qui est venu avec son aptitude de commandement du gardien des secrets. Ouais. On a les Flash Eaters qui ont leur frénésie sanguinaire. Et du coup, c'est 2 fois de suite. Vous avez les Fire Slayers qui peuvent taper 2 fois avec un bataillon. En début de phase, ouais, ça. Donc ils vont taper une fois en début de phase. Donc... Voilà. Déjà, ils tapent en début de phase et en plus de ça, ils peuvent taper une autre fois, tout de suite après. Ouais. Ah, ça commence à faire mal. Et du coup, en fait, cette règle-là descend. Ouais. Est descendue à force d'être commune, en fait. C'est ça. Après, ça reste, voilà, pour un sort qui passe sur une valeur de lancement de 6, activer 2 fois un pack de Graveguard. Ça force votre adversaire à jouer sur votre unité qui va potentiellement être activée 2 fois, quoi. Et du coup, de ne pas forcément taper sur les 40 squelettes qui vont se faire zapper, mais les 40 squelettes derrière, ils vont saturer. Voilà. Après, précision quand même, quand on parle de taper 2 fois, on parle aussi de faire 2 pile-in. 2 pile-in, ça veut aussi dire que quand on arrive à 30 Graveguard, on peut très bien sécher le premier pack, ne pas être engagé avec le pack d'après, et sur le deuxième pile-in, aller sécher le pack d'après, si l'adversaire fait une erreur de placement. Autre petite synergie, les Morghast ont plus une attaque que quand ils sont en Grand Toast of Nagash. Donc là, quand on parle des Halbards, par exemple, au lieu d'avoir 3 attaques par tête, ils vont en avoir 4. Du 3+, 3+, -2, 3 dégâts, ça commence à faire mal. Sans compter qu'on a aussi le Vampire Lord qui peut synergiser avec ça pour ajouter encore une attaque. Donc on a 5 attaques, 3+, 3+, -2, 3 dégâts. On a... Alors, franchement, on parle un peu de tout en même temps. Sur la partie Grand Toast of Nagash, on a une partie des unités qui reviendront dans les prochaines allégeances dont on va parler par la suite, mais c'est un peu pour dégrossir. Dans les autres unités un petit peu emblématiques de ça, on a quand même le Vampire Lord sur Dragon Zombie. Le Vampire Lord sur Dragon Zombie, c'est une brute de cac. Vraiment une brute de cac, ça bouge de 14. Ça bouge de 14. Après, on verra qu'il y a une légion spécifique, on peut vraiment le booster à son plein potentiel. Ça bouge de 14. Save à 3 quand il a son bouclier. Et ça a son importance parce que c'est pas save à 4 plus 1. C'est quand il a son bouclier, sa save, elle est à 3 plus. Voilà, ça remplace le 4 plus du War Scroll en fait. Donc par exemple, si vous lui mettez une amulette éthérée, c'est pas ah non, t'as plus que 4 plus maintenant ton bouclier compte pas. Non, t'as une save à 3 plus. C'est 14 PV, ça récupère des PV quand il tue des figurines. Ça, donc un à la fin de chaque tour où il a tué des figurines. Une ou plusieurs figurines. Il a le calice de sang qui lui permet une fois par bataille de récupérer des 6 PV. Quand il charge, il y a des monstrueux. Pour un PC, il peut choisir une unité de la mort qui va lancer toutes ses touches jusqu'à la prochaine phase de héros. C'est ça. Donc lui, il a un tir, par exemple, Rennes-3 D6 dégâts. Il en profite parce qu'il fait ça en phase de héros. Et en fait, le jet de touche encore du tir, il n'y a pas forcément besoin de le relancer parce que vous lancez un dé pour le tir du dragon zombie. Et si votre jet est inférieur ou égal au nombre de figurines dans l'unité que vous visez, elle touche automatiquement. Et après, vous blessez sur 2+. Souvent, c'est le genre de truc où tu fais en gros, tu touches automatiquement ton unité de 10 ou de 40. Et après, tu fais ton 1. Et après, tu fais ton 1. Le truc qui dégoûte, parce qu'après, c'est -3 en reine, des 6 dégâts. Et ça fait mal. Enfin voilà, mais du coup, pour revenir vraiment au Grentos de Nagash, je pense qu'il faudra revenir sur le Vampire Lord sur Dragon Zombie en Legion of Blood. Mais pour revenir en Grentos de Nagash, vraiment, vous avez l'occasion de faire une armée de squelettes avec la Death March et vraiment d'occuper toute la table, notamment avec les fausses communes. Franchement, vous avez l'occasion de faire quelque chose de bien, de saisir une opportunité avec les Graveguard, de saisir une opportunité avec Nagash lui-même, de saisir une opportunité avec les Morghast. Franchement, il y a de grandes choses à faire, il y a de bons traits de co, il y a de bons artefacts. Il y a un artefact pour les Death Rattle, le diadème ossifique, qui fait que pour toutes les figurines Death Rattle à 12 pouces, qui prennent une blessure ou une blessure mortelle, vous lancez un dé sur un 6+, et c'est ignoré. Donc en fait, c'est un deuxième Feel No Pain pour toutes les figurines
Death Rattle à 12 pouces, pas pour les unités, pour les figurines. Mais du coup, bah, c'est un deuxième 6+, c'est quand même sympathique, hein, parce que c'est pas des mecs qui tiennent très longtemps sur une table. Mais voilà. Et après, On va parler quand même un peu du domaine de magie. le domaine de Alors, magie, dans le domaine de magie, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine de magie est commun à toutes les légions. Toutes les légions. Donc, on va parler un petit peu des sorts emblématiques. Alors, on va les prendre. Vous avez deux domaines en fait. Vous avez le domaine des mages, des nécromanciens, avec 3 à 4 sorts qui sont vraiment monstrueux. Le premier que vous prendrez tout le temps, c'est Terreur Abyssale. Terreur Abyssale. À 18 pouces. Petite précision aussi sur le domaine de magie. Le locus. Le domaine de magie, alors les sorts du domaine de magie, quand on fait un 9+ naturel, le sort s'applique 2 fois. Alors il s'applique 2 fois, c'est-à-dire que vous faites les effets du premier sort, enfin du sort que vous avez lancé, et ensuite, sans avoir à lancer une seconde fois le sort, sans avoir à être dissipé, et ben en gros, vous refaites les effets de ce sort, soit sur la même unité, soit sur une autre. Donc on repasse à Terreur Abyssale. Sur du 5, vous faites -1 en touche et -1 en bravoure à une unité à 18 pouces. Imaginez, vous claquez votre 9 ou 10 avec les dés non modifiés. Vous pouvez mettre sur la même unité -2 en touche et -2 en bravoure, ou alors vous prenez 2 unités séparées. Tiens, toi, tu as -1 en bravoure et -1 en touche. Toi, tu as -1 en bravoure et -1 en touche. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors après, il y a... Alors je ne sais plus exactement quels sorts sont dans le domaine de la mort et quels sorts sont dans le domaine des vampires. Alors en gros, ensuite, le deuxième sort à apprendre quand vous êtes dans le domaine des death mages, des magiciens entre guillemets, c'est Vigueur vacillante. Vigueur vacillante, donc c'est celui qui vous met -1 attaque et vous chargez qu'à 1 dé sur du 6. Sur du 6. Donc c'est à 18 pouces. Enfin, en fait, c'est des sorts, c'est vraiment du debuff à fond. C'est vraiment monstrueux. Moi, vous avez vu, quand je jouais ma liste Grand Host of Nagash avec Neferata, c'était une liste full debuff, et l'intérêt de cette liste, c'était d'être capable de passer sur de la magie offensive à de la magie défensive assez facilement. Parce qu'en fait, le domaine de magie, quand on voit les effets des sorts, franchement, on pourrait rajouter 1 aux valeurs de lancement sans broncher, que ça serait toujours ça qu'on prendrait, quoi. Donc, -1 attaque. -1 attaque et vous perdez un dé quand vous chargez. C'est énorme. Vous faites ça sur 2 unités simultanées ou sur la même unité, donc -2 attaques, et tu charges que à 1 dé, parce que c'est à 1 dé minimum que tu charges. Mais du coup, -2 attaques, vous mettez ça sur un Stone Horn, ça lui fait mal. Et en plus, il charge à 1 dé. Ou alors, -1 attaque ici, tu charges qu'à 1 dé, -1 attaque ici, tu charges qu'à 1 dé. Vous imaginez, vous avez... je me rappelle que pour les sélections équipe de France, le test que j'avais fait, c'était contre Nico Pride, où il y avait 2 packs de Witch Elf et 2 packs de Sister of Slaughter. Et moi, j'avais réussi tous mes sorts, j'avais réussi à faire le locus, et du coup, il y avait 2 packs qui avaient -1 en touche, -1 en bravoure, l'autre pack qui avait -1 attaque et qui chargeait à 1 dé. Et derrière, je continuais les debuffs, parce que vous avez un autre sort où sur du 6, vous choisissez un décor à 18 pouces, et toutes les unités à 3 pouces de ce décor divisent leur mouvement par 2. Ça déjà, tout simplement. Donc vous faites le locus, vous faites ça sur 2 décors différents. Ou alors sur le même décor. Vous divisez encore par 2, non, parce que c'est la caractéristique de mouvement. Mais du coup, vous faites ça sur 2 décors différents, il y a c'est toute l'armée qui est impactée. Maintenant qu'on commence à avoir encore plus de décors de factions, etc., ça devient encore plus intéressant. Ça commence vraiment à être intéressant. Il y a les pignons d'améthyste. Ah non, attends, il y a aussi celui qui donne -1 en blessure à un héros et -1 en dommage. Il y a le sort aussi sur du 6 où vous mettez des blessures mortelles autour de vous, vous mettez des 3 blessures mortelles, et pour chaque blessure infligée, vous lancez un dé sur 5+, vous récupérez la blessure pour le porteur. Vous choisissez une unité amie et il récupère les PV perdus. Donc c'est quand même... Là, vous avez 5 sorts sur 6 qui sont super forts, quoi. Ouais, vous avez... Puis en plus, la plupart des héros, que ce soit même les vampires lords, sont des magiciens. Non, du coup, c'est que les nécromanciens. Ces 5 sorts-là, c'est que les nécromanciens et les mortards qui ont accès à ces sorts-là. Les mortards qui ont accès au domaine des deathmatch et des vampires. Nagash ayant accès non seulement à tous les domaines, mais il peut choisir 3 sorts des 2 domaines. Du coup, c'est super fort. Vous avez le domaine des vampires qui est monstrueux aussi. Eldamétistine,
Ouais. On parlait du Vampire sur Dragon Zombie qui bouge à 14. Donc là, valeur à lancement de 6. Donc De quoi 5. De 5, pardon. 5 la valeur de lancement. Le lanceur, il se donne plus 5 en mouvement. Ouais, tout simplement. Vous mettez le locus, bah, ça fait plus 10. Et c'était d'autant plus fort avant que, par exemple, Nagash connaissait tous les sorts des sorciers de la mort. Les sorciers de la mort. Et Donc du en fait, coup, par exemple, il suffisait de mettre ça sur un héros Nagash, il se prenait sur un locus, il partait à plus 10. Mais du coup, il y avait un Vampire Lord à côté, bah, il connaissait le sort du Vampire C'est Lord. ça. Et donc il pouvait scaler un plus 5, voire plus 10 Voire si on plus avait 10, les critiques. Nagash bougeant à 9, bah là il bouge à 14 ou même derrière à 19. Voilà, ça fait mal. Hein. Après, on a d'autres sorts, on a la ville transférence. Ville transfert, donc vous faites des dégâts Alors, à lancement de unité 7, on prend une unité à 12, D3 BM. Pour chaque dégât subi, c'est autant de dégâts soignés. récupéré, ouais. Si ça critique, c'est 2d3. Voilà. Donc, Vous quand avez- on est sur des personnages éthérés qui ont une save à 3 et qui en plus se soignent, si les trucs commencent à se soigner de 2 à 4 par tour, ça commence à être compliqué. C'est ça. Vous avez l'orbe d'Amarantine. L'orbe Vous d'Amarantine. tracez une ligne de 1 mm de largeur entre. En fait, vous prenez un point à 12 pouces, je crois. Valeur de lancement de 7, vous prenez un point à 12 pouces et vous tracez une ligne entre ce point et le lanceur. Ouais. Et toutes les unités qui sont traversées par la ligne que vous venez de tracer, vous jetez un dé. Sur 4+, l'unité subit des cibles blessures mortelles. Alors ça peut vous retourner aussi sur la tête parce que si vous avez une unité qui est sur le. Qui est devant vous, bah, du coup, qui traverse la ligne, bah, du coup, vous devez jeter un 4+. Sur 4+, c'est des 6 mortels. Mais imaginez, vous avez le locus, vous avez au moins sûr, statistiquement, de faire des cibles blessures mortelles. Voilà. Si vous faites 2 4+, sur la même unité, 2 des cibles blessures mortelles, ça commence à faire mal. Coucou à Franck, d'ailleurs, avec son Nagash, qui a osé me faire 2 locus sur l'orbe d'Amarantine 2 fois d'affilée, qui m'a passé 3-4 sur 4D. Tu es un homme bien de faire des coups comme ça. Qui a osé me wiper ma Neferata Nagash tour te 2. bénira pour ça. Non, scandaleux. Il a wipé ma Neferata tour 2 et derrière il m'a fait une main de poussière sur T'as Mordrai. fait ça Neferata, c'est pas bien. Main de poussière sur Mordrai. Il faut pas se battre entre les gens de la mort, faut pas se battre. Non, mais je plaisante. Mais donc voilà, on a quand même un domaine de magie avec franchement 6, 7, 8 sorts qui sont énormes. Déjà, les sorts sont énormes, mais en plus, vous avez la possibilité d'avoir double effet. Et derrière, vous avez de les fiabiliser derrière avec Nagash qui lance à +3, Arcane qui lance à +2. C'est Mortis Engine qui file +1 autour d'elle. Voilà. C'est très très fort, c'est très très fort le domaine de magie. Et justement, domaine de magie, autant enchaîner sur la Légion du Sacrement, qui est la légion faite pour la magie, c'est la Légion d'Arcane le Noir, qui est notamment commandée par les Disciples Noirs. Les Disciples Noirs, en fait, c'est une cabale de nécromanciens qui, en gros, regroupe tous les élèves de Arcane le Noir. Et il y a ce bataillon, ce fameux bataillon, c'est le deuxième bataillon qui est vraiment très très fort, qui s'appelle les Lords of Sacrement, les Seigneurs du Sacrement. Et il y a une règle dedans qui s'appelle les Disciples Noirs. En gros, ça regroupe Arcane le Noir, deux nécromanciens minimum et la Mortis Engine. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Je tiens à rappeler que le War Scroll de Arcane a changé. Avant, il ne lançait que 2 sorts. Maintenant, il en lance 3. Je rappelle que avec le bataillon, toutes les unités qui étaient du bataillon, donc les nécromanciens et Arcane, si elles sont à 6 pouces de la Mortis Engine, elles connaissent un sort en plus. Donc, c'est-à-dire que là, Arcane, avant, il avait 2 sorts, il en passait à 3. Là, il a 3 sorts, il passe à 4. 4 sorts par tour. Donc, pourquoi? Parce que le principe de la Legion of Sacrament, c'est qu'on va avoir +1 au lancement de sort pour tous les sorciers. Ça. Donc de base, Arcane passe à +3 et tout le monde passe à +1. Et derrière, la Mortis Engine donne +1 au lancement de sort à toutes les unités, tous les sorciers à portée de la Mortis. Alors, autre point quand même pour petit brief sur la Legion of Sacrament, pour essayer de ne pas s'éparpiller trop. On a le bonus au lancement de sort et on a aussi un autre bonus qui est assez intéressant. Lorsqu'une unité adverse meurt. En fait, non, c'est quand la dernière figurine. Quand la dernière figurine d'une unité qui meurt est retirée à 6 pouces ou moins, d'une fosse commune, vous jetez un dé et sur 4+, vous pouvez faire revenir une unité qui a été depuis cette fosse commune. Donc il y a 9 pas de la fosse commune, il y a plus de 9 de l'adversaire. Et du coup, c'est la seule mécanique d'invocation du Battle Tome. Qui est gratuite. Et qui surtout n'a pas besoin du général. C'est ça. On n'a pas besoin du général, et dans le fluff un petit peu, il raconte que c'est parce que on a affaire à quand même une légion qui est plus autonome en termes d'organisation que les autres,
Et cette aptitude a un nom particulier dont je ne me souviens plus, mais c'est lié justement à ce principe de rigueur, etc. militaire. Donc, Du coup, voilà, pour repartir sur le bataillon des Lords of Sacrement, vous avez un sort en plus pour chaque sorcier des Lords of Sacrement, tant qu'ils sont à 6 pouces de la Mortis Engine. Et la Mortis Engine leur donne le couvert quand ils sont. Enfin, ils ont plus ça en sève en phase de tir. c'est ça. Parce qu'on sait très bien que on n'aime pas ces magiciens, on va essayer de les asthmater au tir vu qu'ils vont être loin derrière leur cordon. Là, du coup, on a une fiabilisation au niveau de la défense au tir. Il n'y a pas de taxe, parce que les nécros, c'est super fort. Les nécros, c'est super fort, Arcane, c'est super fort, la Mortis, c'est super fort. Ouais. En plus, vous avez une bombe une fois par bataille avec la Mortis où, en gros, vous jetez 4 dés en début de phase de héros, enfin en phase de héros, vous jetez 4 dés. C'est une fois par bataille. Vous jetez 4d6, ça vous donne la portée, et tout ce qui est à portée de ce score de 4d6, tout ce qui est mort va guérir des 3 blessures mortelles, toutes les unités mortes dans cette portée vont guérir des 3 blessures mortelles, tout le reste va subir des 3 blessures mortelles. Voilà. Donc ça, c'est une bonne façon de faire de la mortelle un peu à tout le monde quand tout le monde se rapproche. En sachant que de base, la Mortis a un cri autour d'elle qui inflige de la BM en fonction de la bravoure aussi. On récapitule, on a un bataillon qui permet d'avoir Arcane, deux nécromanciens et Mortis Engine. L'allégeance nous donne +1 automatiquement en lancement de sort. La Mortis Engine nous donne +1 en lancement de sort. Là, on a un Arcane qui a 4 sorts par tour, à +4, des nécromanciens qui ont +2. Vous voulez aller plus loin en termes de fiabilisation, vous prenez une corpse carte qui vous donne +1 en lancement de sort. Donc là, vous avez Arcane avec +5, des nécromanciens avec +3. Vos sorts là, qui passent à 5, là, ils passent automatiquement. Le but, c'est de savoir si vous allez faire le locus ou pas. Et si vous faites le locus, avec tous vos bonus, ce sera indissipable pour n'importe qui. Peut-être des Hallowers énervés, mais... C'est chaud, hein, c'est chaud. C'est clair. Du coup, parce que là, quand même, si on récapitule, ça, on est sur du 4 sorts, on est sur du 2 sorts par petit mec, puis vous comptez que vous aurez quand même a priori un Vampire Lord sur Dragon Zombie à côté, donc qui aura sûrement... alors lui qui aura son sort. En fait, moi j'avais tendance à jouer Légion du Sacrement en tournoi, où en fait je jouais en effet un Vampire Lord sur Dragon Zombie, les Lords of Sacrement, et je jouais quelques packs de Chainrasp avec des loups. Et en fait, je faisais en sorte que mon adversaire s'englue sur mes Chainrasp. Avec les debuffs que j'avais, du coup, il ne pouvait pas vraiment mettre à mal mon armée. J'avais le Vampire Lord qui était vraiment la Death Star qui allait là où j'avais le plus mal, ou là où mon adversaire s'était mal déplacé en fait. Avec les coups en points qui ont augmenté, des Lords of Sacrement, des Necromanciens, c'est plus difficile à faire. Mais vous avez de quoi vraiment faire une armée qui débuffe de fou et qui fait perdre du temps. Ce ne sera pas un truc qui gagnera contre le top tier, mais franchement, c'est très intéressant à jouer. Si vous avez une flopée de sorts. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir. Un Zench ne vous aimera pas, un Cities of Sigmar en Aluheart ne vous aimera pas. Donc voilà, en plus, si vous n'êtes pas forcément obligé de jouer avec Arcane, si vous jouez avec un général non nommé, vous avez un très bon trait de commandement qui vous permet, en phase de héros, d'avancer de 3 pouces. Voilà, donc vous avancez de 3 pouces. Je reviens vers la Death March. L'une des capacités de la Death March, le bataillon des squelettes, c'est d'avancer de 3 pouces quand vous êtes entièrement à 12 du White King. Donc en phase de héros, vous avancez de 6 pouces. Derrière, vous avancez de 4 pouces avec vos unités de squelettes. En fait, vous avez fait 4 plus 6, ça fait 10 pouces pour vos squelettes quand même. C'est déjà pas mal. Alors que c'est des unités qui sont censées faire 4 pouces uniquement, quoi. Très bien. Donc du coup, en Légion du Sacrement, voilà, vous allez faire vraiment beaucoup de mal en magie. Vous avez un très bon trait de co qui vous permet d'avancer de 3 pouces. Vous avez un trait de co qui vous permet aussi d'avoir, je crois, l'aptitude de commandement de Arcane, donc d'exporter la portée des sorts de 6 pouces, pas stackable. Plus stackable. Plus stackable, bien évidemment. Et puis derrière, en fait, vous avez quelques bons artefacts, notamment un qui s'appelle l'étendard du fléau d'Azir, qui permet à 8 pouces de mettre -1 en blessure et de faire relancer les jets de sorts, les lancements de sorts des sorciers de l'ordre. Voilà. Donc du coup, en fait, voilà, c'est le genre d'artefact que vous mettriez bien sur un nécromancien caché derrière une ligne. Un petit -1 à la blesse, ça fait toujours plaisir. Alors, petite précision, on essaie de ne pas partir dans tous les sens, c'est pas si simple. Petite précision en termes de règles, sur tout ce qui est les légions qui ne sont pas légions, qui n'est pas le Grand Host of Nagash, vous ne pouvez pas jouer
de Mortark sans avoir le Mortark Mortark de affilié, la Légion en c'est question. ça. En C'est-à-dire gros, que, ouais. par exemple, la Légion of Sacrament, qui est la Légion d'Arcane, si vous voulez jouer Neferata, vous devez avoir Arcane. Et Voilà. c'est Arcane le général. C'est ça À doit être partir du Arcane le moment où général. Arcane est dans son armée, dans sa Légion of Sacrement, il est général. Même Voilà. chose pour Neferata. Si Neferata est en Legion of Blood, elle est générale. Même chose pour C'est Manfred. ça. Et du coup, si vous avez un Mortark qui n'est pas dans sa Légion à lui, bah, vous devez avoir le Mortark de sa Légion et du coup, automatiquement, Il doit être général. il doit être général. Nagash ne peut pas jouer dans une des autres légions, donc Sacrement, Knight et compagnie. Mais les autres Mortark peuvent venir dans la Grentost of Nagash. Voilà. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir Nagash en général. C'est ça. Non, si Nagash, il est obligatoirement général Donc, si en Nagash Grentost et en Grand Toast of Nagash, il a obligation d'être général. Par contre, on peut jouer Neferata en Grand Toast sans avoir Nagash dans l'armée du tout, quoi. Sans avoir Neferata en général non plus. Voilà. Ça, c'est très intéressant du coup, parce que ça permet, moi c'est ce que je fais, de ne pas perdre le trait de co et de leur basculer sur un autre héros. Et la fac des Légions de Nagash a très clairement dit, vous pouvez jouer les bataillons des différentes légions en Grentost of Nagash ou dans d'autres légions si vous respectez justement les restrictions en fonction des Mortarks. Donc concrètement, ça veut dire qu'on peut jouer Lords of Sacrament en Grentost tout of jouer en Nagash. Grand Toast of Nagash sans restriction, quoi. Voilà. Tant que Nagash n'a pas à jouer dans une des légions. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais du coup, voilà, Légion du Sacrement, très orientée magie, vous allez vraiment faire beaucoup de debuffs, beaucoup de mal. Donc voilà, vous allez au moins sortir les Lords of Sacrement, ou au moins sortir une bonne grosse cabale de nécromanciens, de vampires lords et compagnie, voilà, pour avoir beaucoup de bonus. Derrière, il y a la Legion of Blood. Et moi, j'aime bien cette légion parce que, notamment à 1000 points, vous avez de quoi faire quelque chose de très nerveux. En fait, la Legion of Blood, c'est là où vous aurez le plus de potentiel en termes d'agression avec votre Vampire Lord sur Dragon Zombie. Pourquoi? Tout d'abord, l'allégeance Legion of Blood donne une attaque en plus à toutes les unités qui ont le mot-clé Vampire. Donc Vampire Lord et Vampire Lord sur Dragon Zombie. Et Blood Knight aussi, du coup. Mais ceci étant un trait de bataille, ça compte aussi pour la monture. Comme c'est pas une aptitude, comme c'est pas un trait de commandement ou un artefact, c'est un trait de bataille, ça fait partie, ça englobe la figurine tout entière. Donc c'est-à-dire que vous avez plus une attaque sur votre Dragon Zombie. Voilà, si vous avez un Vampire sur Dragon Zombie. Donc déjà, plus une attaque, ça fait mal. Voilà, sur des attaques qui font super mal. C'est que pour les armes, sur les armes de mêlée, exactement. Vous avez un trait de commandement. Déjà, vous mettez moins en bravoure cash. Voilà. Normal. Voilà, normal. Vous mettez moins 1 en bravoure à 6 pouces. Qui sont stackables du coup avec les moins 1 en bravoure des étendards que vous avez sur les squelettes. Avec les Morghast aussi. Avec les Morghast aussi. Du coup, derrière, vous avez un trait de commandement qui est magique, mais qui est absolument magique dans la Legion of Blood. Vous ajoutez, c'est brume de sang, vous ajoutez 2 pouces à la portée, enfin au mouvement de votre, à la caractéristique de mouvement de votre général, et vous pouvez relancer vos charges. Récapitulons, vous bougez de 14. Donc là, plus 2, 2, vous prenez un Vampire sur Dragon Zombie. Au hasard, une amulette éthérée. Au hasard, une amulette éthérée, bien évidemment. Derrière, vous avez 14 de mouvement. Vous avez plus une attaque à chacune de vos attaques. 14 de mouvement plus 2, ça fait 16. Vous lancez une petite aile d'améthystine. Ça vous fait 21 de mouvement. Derrière, imaginez que vous avez le locus. Ça vous fait 26 de mouvement. Vous relancez votre charge. C'est-à-dire que votre charge à 3, là, elle est relançable. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas votre double 1, bah vous êtes bien. Vous pouvez charger T1 à 1000 points, par exemple. C'est très très fort. Parce que vous lâchez 2 packs de Chain Rasp, un Nécromancien ou un Guardian of Souls. Et puis vous lâchez la grosse Death Star éthérée. Sève à 3 plus éthérée. Votre Guardian of Souls ou votre Nécromancien, il lui lâche un petit bouclier mystique. Comme ça, c'est 3 plus relance les 1. Le mec, il se lâche son sort à 5. Vous faites toute la table d'un coup, vous chargez. Ouais, puis ce qui est monstrueux, c'est qu'en plus, on a un tir sur cet individu. Et donc, pouvoir faire un mouvement 9. 9 pouces, Donc, pouvoir faire un mouvement
de 21 voire 26 sans avoir couru, Ouais. ça veut dire qu'on arrive à 3 pouces et on peut balancer un tir, éventuellement s'il y a un héros planqué derrière ou un truc ça. un peu élitiste ou j'en sais rien. Bref, ça peut faire vraiment des grosses blagues, quoi. Si l'adversaire c'est pas super bien placé, puis après voilà, c'est d'une létalité sans nom quand on craque le PC, quand on, enfin, c'est assez monstrueux, quoi. Le Vampire sur Dragon Zombie est devenu vraiment l'unité phare du Battletome Ouais. Légion de Nagash, pour le coup, vraiment. 440 points, hein, Voilà. ça les vaut largement. Derrière, vous mettez Prince Vordrai dessus aussi, c'est sympathique aussi. Vous mettez des Blood Knight, Qui est là-bas. voilà. Ça c'est Princesse Vordrai, pardon. Princesse Vordrai. Vordra, du coup. Vordria, je l'ai appelé. Vordraya, ok. Mais du coup, vous mettez Vordrai, vous mettez des Blood Knight, franchement, il y a de quoi faire quelque chose. Le problème, c'est les bataillons. C'est que là, pour le coup, on a 2 bataillons éligibles pour la Légion du Sang, enfin qui iraient bien avec la Légion du Sang. La première, c'est le bataillon de Neferata, mais le problème, c'est que le bataillon de Neferata, le contenu est mauvais, les effets sont mauvais. Ouais. Voilà. Puis j'ai pas donné pour. Alors là-dedans, vous devez avoir Neferata, un Bloodseeker Palanquin et 2 Vampire Lords. Ouais. Sachant que c'est un keyword, le Vampire Lord, donc ça peut être à pied ou monté. Ouais. Vous faites le calcul, c'est 340 points plus, 340, un peu plus baissé. 280 points, je crois, ou 300 points pour le Bloodseeker. Et minimum 2 fois 140, plus le prix du bataillon, Ouais. pour des effets qui sont juste vous récupérez quelques Un PV. artefact, ou un PC, une pause, qu'en gros, enfin quelques pauses. Et en fait, ça n'a aucune utilité sur la table parce que vous avez un PC enfin, vous avez des PC qui vont pas pouvoir être stackés, le plus en attaque des Vampire Lords. Neferata va forcément être général, du coup, vous n'aurez pas le trait de commandement qui vous permet d'avoir Brume de sang. Et puis le Bloodseeker Palanquin, c'est pas le meilleur war scroll de tous les temps, faut être honnête. C'est clair. En fait, le truc avec c'est toujours un peu le même dilemme, j'ai l'impression, sur ces légions-là, c'est que on va souvent pas avoir envie de mettre le Mortark en question C'est ça. alors sauf exception des Sacraments, parce que vraiment le bataillon est Absolument. énorme, mais sinon on n'a pas envie vraiment de mettre le Mortark de la Légion en général, parce que les traits de co sont cool, et puis on n'a pas envie de s'en passer, quoi. Voilà. Et puis derrière, vous avez la Légion du Prince, enfin le bataillon du Prince Vordrai, qui est super cher pour le coup, parce qu'on vous demande d'avoir au minimum 3 unités de Blood Knight. Les Blood Knight, c'est 200 points les 5. Ouais. Donc là, vous êtes à 600 points. Alors les Blood Knight, il faut quand même préciser un petit peu, c'est extrêmement létal. C'est très très létal, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, c'est cher. Ouais. C'est 200 points les 5. Ouais. Plus d'ailleurs, on vous demande Vordrai qui est à 500 points, ou 480. Et plus le prix du bataillon. C'est pas des lines, c'est pas des battle lines, les Blood Knight. On est déjà sur du 1080 points sans minimum à effectif minimum. Et les effets, c'est en gros, c'est assez restrictif parce qu'on vous dit, vous choisissez un bord de table et vous débarquez de ce bord de table, et tant que vous êtes à une certaine distance de ce bord de table, vous gagnez plus une attaque, ou quand vous chargez, vous êtes un peu plus létal, quoi. C'est pas flamboyant, quoi, pour un bataillon qui coûte super cher avec des unités qui sont très charismatiques. Donc, ouais, c'est ça, c'est bon, c'est vraiment histoire de descendre en pause. Hein. Ouais, puis en fait, ça permet d'avoir en Soul Blight, ça a plus sa place, mais on aurait préféré avoir de meilleurs effets et avoir peut-être Vampire Lord ou Vordrai. Là, on est obligé d'avoir Vordrai. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Après, derrière, vous avez la Légion de la Nuit, qui en soi a un système de jeu intéressant. Mais bon. La Légion de Manfred. Voilà. Manfred a une bonne attitude de co qui permet de relancer les G2-1 de touche et de blessure en zone en fonction de son nombre de PV. Il y a une mécanique assez intéressante parce qu'il applique des bonus en phase de CAC s'il a lancé des sorts, et il applique des bonus au lancement s'il a fait des morts en phase de CAC. Plus il va s'exciter derrière. C'est ça. Et pour le coup, il peut être assez intéressant à jouer avec des Morghast, moi je pense. Et en fait, dans la Légion de la Nuit, il y a une règle spéciale qui vous permet de mettre des unités en réserve et de les faire frapper en profondeur. Pas forcément à travers une fosse commune, mais à travers un bord du champ de bataille. Vous devez être dans les 6 pouces du bord du champ de bataille à la fin de votre phase de mouvement. Vous frappez en profondeur, entièrement à 6 pouces du bord du champ de bataille et à 9 pouces de tout ennemi. Donc, et c'est là. Pourquoi c'est intéressant aussi, c'est parce que les fosses communes, c'est que sur les unités summonable. C'est ça. C'est là que en fait, vous allez pouvoir choisir 1 à 3 unités
Vous prenez des Morghast par exemple, Harbinger. des Harbinger qui chargent à 3d6. Il y a En 18 stat, pouces, en stat, vous faites 10, 10,5, 10,5. Donc du coup, vous popez à 6 pouces du bord du champ de bataille. Vous faites votre charge à 3d6. Ouais. Ah, vous arrivez T1 direct sur votre adversaire qui s'est mal placé ou qui s'est mal coordonné. Ça fait mal. Moi, pour me l'être pris il y a très longtemps dans un Game Workshop à P15 hein, pour le coup. Petit big up. Ça fait mal. Ouais, parce que ça envoie quand même, hein, les Morghast Ça Harbinger. envoie. Ça envoie. Alors, ça envoie pas autant qu'en Toast of Nagash, Après, mais ça envoie quand même. C'est une allégeance qui est un peu coup-ci, coup-ça, parce que même si on a la frappe en profondeur, on a une règle qui donne plus 1 en sauvegarde au squelette si on est dans notre camp. Donc on nous demande de frapper en profondeur, mais en même temps de rester chez nous. Ça aurait été plus sympa d'avoir plus 1 en sauvegarde ou alors plus 1 en touche si on était dans le camp adverse, parce que c'est plus une armée d'agression. Fluffiquement parlant, ça se tient pas. Maintenant, bon, plus 1 en save à des squelettes, moi je prends, mais... Ça permet un peu d'avoir 2 pans d'armée, en fait, justement, une partie squelette qui, on imagine, va un peu tanker chez nous, et une partie plus élitiste à base de Morghast pour lesquels on veut fiabiliser les charges. En commandement, vous n'avez pas forcément de gros traits de co qui sont assez intéressants. C'est pas forcément la légion que vous prendrez. Ouais, c'est pas la meilleure. Vous avez un artefact qui est assez intéressant si vous avez un nécromancien qui dit que si vous bougez pas, vous avez plus 2 en lancement de sort pour les sorciers autour de vous, voilà, en zone. Donc c'est assez sympa. Maintenant, c'est pas le genre d'allégeance que vous prendrez. En fait, moi j'ai un commentaire à faire sur les Mortark. Maintenant, avec leur War Scroll, qu'ils soient adaptés, que ce soit avec Arcane ou leur War Scroll toujours pareil avec qui sont dans le Battletome Légion de Nagash comme Mantfred et Neferata, je trouve qu'aujourd'hui, en termes d'alliés, ils ont vraiment une bonne présence. Ouais. Pourquoi? Parce que ils font moins de 400 points, ils ont des bons War Scrolls individuels. Je prends l'exemple de Arcane. Vous connaissez 3 sorts minimum, vous faites plein de traits mystiques, vous avez plus de lancement, plus de conjuration, plus d'anticipation, vous avez le vieillissement, etc., etc. Vous le mettez en allié des Flesh Eaters, vos sorts Flesh Eaters, vous les passez. Ouais. Vous prenez Neferata, et Dieu sait que Neferata, c'est un War Scroll qui est super bien. Vous avez une aptitude de co qui vous permet de mettre -1 en touche en zone, à 15 pouces quand vous êtes full PV. Within. Voilà, Within, hein, c'est même pas Holy Within, c'est Within. Si vous avez une figurine qui touche dans les 15 pouces Neferata, eh ben, elle a -1 en touche. Et c'est stackable. Et elle a 16 de mouvement, donc c'est facile d'aller chercher. C'est facile d'aller chercher ça. Vous gardez 2 PC pendant un tour, vous mettez -2 en touche dans une bulle de 30 pouces de diamètre. Ouais. Ah, c'est chaud. Ouais, puis en plus... Vous mettez ça en allié parce que c'est des Deathlords. Ils ont le keyword Deathlord, donc ils peuvent être alliés avec à peu près tout le monde sauf les Ossiarques. C'est ça. Alors après, alors, déjà, Neferata, elle a un peu pâti du passage au manuel général 2019 où on ne pouvait plus stacker les PC. Enfin, on ne pouvait plus acheter une chier de PC au début de partie parce que sinon, les Neferata... C'est le genre de truc que vous ferez soit tour par tour, soit un gros malus pendant un tour. Vous allez utiliser vos PC avec parcimonie. Par contre, ça marche super bien. Ouais. Et derrière, je prends encore le cas où vous la mettez en allié de Flesh Eater, où vous rendez un Terrorgeist éthéré sur du 6. Ah, ça fait mal, vous n'avez plus besoin de votre amulette éthérée, les mecs. Ah, vous pouvez prendre votre cape du Doppelganger. Je garde ça pour la vidéo Flesh Eater, mais il y a des trucs à faire là-dessus. Pareil, Mantfred. Mantfred, vous le mettez en allié des Night Out ou des Flesh Eaters. Il vous fait relancer vos jets de touche de 1 et de blessure de 1 à 15 pouces pour les unités de death. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est vrai que c'est fort. C'est vrai que c'est fort. En fait, c'est marrant en fait parce que là, on a des War Scrolls qui restent franchement solides. Puis en plus, il ne faut pas sous-estimer autant Arcane au cas que c'est pas une brute, autant Neferata et Mantfred. Enfin, je veux dire, Neferata, elle a un couteau, je sais plus, Achmet Kar, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait. Si vous touchez et que vous infligez une blessure avec ce couteau, avec cette dague, mais que la figurine n'est pas morte, vous jetez un dé à la fin de la phase de combat et sur du 6, la figurine est slain. Ça veut dire que si vous réfléchissez bien, en jouant Neferata, vous faites toutes vos attaques avec Neferata, vous gardez la dague en dernier. Comme ça,
vous jetez votre dé sur du 6, parce que sinon après, vous tapez avec votre dague et vous tuez la figurine. Non, ce serait mieux de taper derrière Ouais, à ou côté. alors juste mettre 4 attaques, et éventuellement foutre toutes les attaques dans un pack, et Voilà. puis garder les 4 attaques à Sergi. D'ailleurs, on a eu une Neferata, Slain une Neferata. Bah, Un voilà. petit coucou aux deux qui se reconnaîtront. C'était assez, Ah, franchement, c'était assez marrant. bien vu, beau gosse. Hein. Une Neferata qui a slain une Neferata comme ça. Donc voilà, en fait, c'est des War Scrolls qui sont franchement cool. Il y a des légions qui, franchement, valent le coup. Il y a des légions où c'est un peu moins costaud. C'est des War Scrolls qui vaudront peut-être pas le coup dans leur propre légion. Je mets Arcane de côté parce qu'il vaut le coup un peu partout, mais en tant qu'allié pour d'autres factions, franchement, il y a des trucs à faire. Donc voilà. Après, il y a la Légion du Deuil. Alors, moi, la Légion du Deuil que j'ai essayé de pousser un peu. Je t'en prie, maestro. Voilà, donc en fait, la Légion du Deuil, c'est le même fonctionnement. En fait, hein. On va avoir Holinder qui doit être général si elle est dans la liste. Alors, petit souci, c'est quand même vachement moins fourni. On a 3 sorts et on a 3 traits de co. On a 2 traits de co qui sont nazes et par contre, on a un trait de co qui est extrêmement fort, qui file -2 à la bravoure à 12 pas autour. Bim. Donc ça, c'est super bon. Le seul souci, c'est que si vous jouez Holinder ou un autre Mortark, vous n'aurez pas ce trait de co et en fait, je pense que ça vaut du coup carrément plus du tout le coup de jouer cette Légion. À côté de ça, en termes de sort, on a un sort qui est intéressant qui file un -1 à la sauvegarde, carrément. Donc sur une valeur de lancement de 5 ou 6, je me souviens plus exactement. Je crois que c'est carrément 5, enfin, c'est assez hallucinant. En termes d'artefacts, bon, par contre, c'est pas la joie et on va plutôt aller les chercher dans le domaine de magie. C'est ça. Alors moi, cette légion-là, comment je la vois? Je pense que c'est une légion où on va essayer, du coup, plus en braverie bombe. Hein. La seule issue vraiment pour cette légion, c'est vraiment la braverie bombe. C'est ça. Où vous allez envoyer de l'Aurorghast, vous allez envoyer des spells. Des Harridan. Des Harridan. Parce que du coup, on va avoir toute l'armée adverse qui, dès qu'elle va être engagée, va se prendre un -1 à la touche. Votre Banshee, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, alors, le problème de cette légion, c'est que c'est sorti dans un supplément Forbidden Power. On le met avec Légion de Nagash parce que les règles sont similaires dans les aptitudes d'allégeance globales. À terme, je pense que s'il devait refaire le Battle Tome, il mettrait Légion du Deuil dedans. Ouais, faut vraiment faire quelque chose parce que là, en fait, le principal problème que j'ai avec cette légion, c'est qu'elle n'a pas d'alliés. Donc pas d'alliés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, on aimerait aller piocher des trucs en fake. C'est ça. Typiquement des Crypt Flyers qui vont balancer des BM, donc 2d6, -2. On est obligé de les prendre en mercenaires du coup. C'est ça, par contre on peut les prendre en mercenaires, donc c'est assez cool. On bénéficie de la même façon des fausses communes. Donc on peut passer déjà de base, on va avoir un -2 à la bravoure avec le trait de co, avec les squelettes on est sur -3. Et on peut utiliser les unités du Battle Tome Nighthaunt. Aussi, donc on peut utiliser. Donc un Bladegeist va pouvoir... Tandis qu'un Bladegeist ne sera pas considéré comme invocable par les fausses communes des Légions du Sacrement, Grentoast et compagnie, vous pourrez faire revenir une unité de Bladegeist dans une Légion du Deuil. C'est la spécificité, c'est que c'est une sorte d'hybride entre Légion de Nagash et les Nighthaunt. Donc voilà, on est sur du -3 à la bravoure très facilement, on a un sort qui colle encore -3. Donc c'est l'autre sort qui est intéressant avec celui qui colle -1 à la sauvegarde. Et le problème de la Légion du Deuil fait que ça empiète un peu sur le Nighthaunt et que du coup ça rabaisse un peu le Battle Tome et on ne sait plus trop où se mettre, on est le cul un peu entre deux chaises. Du coup, on ne sait plus si on va jouer des unités Nighthaunt en Nighthaunt, des unités Nighthaunt en Légion du Deuil, des unités Nighthaunt de base mais en Légion du Sacrement, Grentoast of Nagash et compagnie. Ouais. Donc, mais en fait, un autre problème pour moi, c'est qu'en fait, la Légion du Deuil ne dispose d'aucun bataillon. Et surtout, elle ne peut pas aller chercher la Shrieker Host. Alors que si elle pouvait aller chercher la Shrieker Host, donc du BT Nighthaunt, ça serait monstrueux parce qu'avec les Harridan, on a quand même des lignes assez solides. Hein, quand on colle entre -1 et -2 à la touche facilement. Ouais. Alors, le domaine de magie est un peu faible, mais bon, on peut imaginer si on arrive à sortir une liste avec 4 ou 5 tombes Banshee. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de debuff de bravoure. Là où je pense qu'en allié, si on joue sur des doublettes, c'est une armée qui peut être super drôle à 1000 points parce que nos debuffs, on a des Endless Spell aussi qui collent leur Orghast, qui colle encore un debuff à la bravoure. On peut partir facilement sur du -10-12 de bravoure et là, les tombes Banshee, ça va sans souci, quoi. Donc voilà, sur la Légion du Deuil, bon, je pense que clairement, c'est une allégeance qui fait une page, hein, donc il manque des trucs. Après, dans la Légion de Nagash, voilà, cette fois-ci dans le bouquin, on a une allégeance qui est dans le bouquin, mais qui n'est pas forcément une légion, qui est là peut-être en attendant
un prochain bouquin, c'est l'allégeance Soulblight, donc Mm. les vampires. En anglais, ça veut dire l'âme sombre. Donc c'est vraiment fait en fait pour permettre de jouer une armée full vampire. Alors c'est très élitiste et en même temps il n'y a pas de quoi faire beaucoup de choses derrière en fait. Les seules unités que vous aurez pour jouer, c'est Vampire Lord sur Dragon Zombie, le Trône de Sabbat, le Bloodseeker Palanquin, les Blood Knight qui seront l'unique battle line. Et derrière vous avez les Vargeist, les Bat Swarm et les Fellbats qui sont même pas des battle lines pour cette allégeance. La plupart des figurines sont en résine. Voilà, enfin, la moitié des figurines sont en résine dans cette allégeance. Le reste, c'est soit tout nouveau, soit ça date de battle. Non, tout date de battle. Et en fait, c'est peut-être l'une des premières allégeances à avoir soi-même son petit début de proto sous-allégeance. On a ce qu'on appelle les lignées de sang, où en fait, tout comme en Fire Slayer, on va prendre une loge spéciale, ou en Ossiarch, on va prendre une légion spéciale. Là, on va prendre une lignée de sang spéciale. Et en lignée de sang, vous avez les chevaliers de sang. Si je dis pas de bêtises, il y a à peu près tout. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément parce que c'est très rare déjà de voir du Soulblight en compétitif. Et en plus, malheureusement, c'est une allégeance qui est assez pauvre. Ce qui est bien, c'est que les Soulblight ont accès au domaine des vampires en termes de sorts, pas au domaine des deathmatch, mais au domaine des vampires. Et vous avez 1, 2, 3, 4 lignées de sang. Donc vous avez accès au laquais de la longue-vie, normal. Vous avez les guerriers dragons. Donc vous relancez les jets de touche de 1 pour les figurines ayant cette lignée de sang si elles ont chargé à ce tour. Ok, c'est pas mal. Seigneur de la nuit, donc les figurines de cette lignée de sang ont le bénéfice du laquais de la non-vie, même s'ils ne sont pas à 6 pouces de votre général ou d'un autre héros. En gros, vous avez votre laquais de la non-vie, quoi qu'il arrive. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être à côté de votre général ou d'un héros. Vous avez les nécromantiques, qui fait qu'on ajoute 1 au jet de lancement et de dissipation des sorciers. Pas de conjuration du coup, le Battle Tome est sorti avant la V2. C'est fort. Et de plus, vous soustrayez 1 à la bravoure des unités à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines de cette lignée. Et ensuite, vous avez la mort véloce. Donc c'est à peu près la même chose que Brume 200. Vous ajoutez 2 pouces à la caractéristique de mouvement des figurines de cette lignée. De plus, les figurines de cette lignée peuvent toujours se déplacer comme si elles volaient. Et là, donc ça, c'est vous fort, mettez ça sur des Blood Knight qui maintenant bougent à 14. Vous bougez automatiquement à 16 avec votre Vampire Lord. Les Blood Knight, pour résumer un peu, c'est du 3+3+. C'est ça. Reine -1, dégâts 1 quand ça charge pas, dégâts D3 quand ça charge. Donc de base, il récupère une attaque supplémentaire en Legion of Blood. C'est ça. Quand on imagine éventuellement sur la première lignée qu'ils peuvent naturellement relancer les 1 à la touche. Le problème de Soulblight, c'est que Legion of Blood fait exactement la même chose que Légion du Deuil et Légion de Nagash avec le Nightone, c'est que ce sera peut-être plus préférable de prendre des unités Soulblight et de les mettre en Legion of Blood plutôt que de les garder en Soulblight. Parce que vous aurez plus de potentiel avec votre Vampire Lord d'en faire une Death Star en Legion of Blood, vous aurez plus une attaque sur chaque Blood Knight en Legion of Blood. Ici, vos capacités en Soulblight seront différentes. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'était juste là parce que avant, c'était dans le manuel du général, l'allégeance Soulblight. Je pense qu'à terme, un bouquin devra sortir sur les Soulblight. On commence à en parler un petit peu, justement, d'avoir une sorte d'allégeance vampire parce que ça commence à se faire un peu attendre. On a les Van Karstein qui attendent. Manfred, voilà, moi je vois très bien. Bon, là c'est de la spéculation et on sort un peu des légions de Nagash. Isabella, Vlad. Mais on aurait Manfred et Neferata et Vordrai dans le BT avec les Vampire Lords, des nouvelles figurines de vampires, de chevaliers de sang, peut-être des toutes nouvelles lignes. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire en vampire. Là n'est pas la question. En tout cas, voilà, Soulblight, c'est un peu anecdotique comme allégeance dans le Battle Tome. Ça n'empêche que ça peut être fun à jouer. Ça peut être très très fun à jouer si vous jouez fluff et que vous voulez faire votre lignée de sang. Franchement, il y a des trucs sympathiques à faire. Vous pouvez faire une armée avec pas 500 figues. Donc c'est aussi assez cool de monter une armée avec 20, 25, 30 figues. Aussi, autre anecdote, il y a la grande alliance Death dans ce Battle Tome. Après, on va pas vraiment en parler parce que à chaque manuel du général, il est remis au goût du jour. En l'occurrence, ça date d'avant le manuel du général 2018. Là, on est au manuel du général 2019. Donc,
les changements qu'il y a eu, ou s'il n'y a pas eu changement, bah, de toute façon, c'est dans le manuel général Ouais. 2019. Et ça prouve aussi un petit peu la présence de la Grande Alliance Death à l'intérieur, prouve aussi un petit peu que c'était un peu faire une Grande Alliance Death en Battletome. ouais. Voilà, donner une allégeance un peu à toute la Grande Alliance Death, faire une Cities of Sigmar, enfin une Cities of Nagash du coup. Donc voilà. Mais Globalement, la Grande Alliance Death, vous n'allez pas la regarder sauf si vous jouez Tomb Kings, puisqu'ils ont récupéré leur coup en points cette même année. pas la Grande Alliance Death, Tomb Kings, ils joueront en Tomb Kings, je sais Non, même pas tu peux si. pas. Ah non, il n'y a pas d'allégeance Tomb Kings. T'as Ouais, que c'est que Grande Grande Alliance. Alliance Death. Et, Donc voilà, parce qu'ils ont récupéré, ils avaient perdu leur coup en points l'année dernière, ils ont récupéré leur coup en points cette année. tant Donc, mieux, tant mieux, si tant vous mieux. avez envie de jouer En des plus, vous prenez Royal Exalted sur vous Chariot, prenez des Ossiards et vous les convertissez, vous faites des trucs sympathiques. Voilà. Mais en tout cas, moi j'adore ce Battletome déjà pour une seule et unique raison, c'est que moi quand j'ai commencé AOS, j'ai commencé avec la Grande Alliance Death. La première boîte que je me suis acheté, c'était des squelettes avec un White King. J'avais que la Grande Alliance. Le premier tournoi que j'ai fait, bah, je suis venu en Grande Alliance, je me suis fait poutrer, mais je me suis fait défoncer. Derrière, le Battletome est sorti. Et je suis tombé amoureux de ce Battletome. Je suis tombé amoureux du fluff et des figurines que j'avais peintes et compagnie et que je jouais. Et, je trouve toujours ce Battletome magnifique parce qu'il y a un niveau de lecture qui est tellement grand, ouais. tellement vaste que vous pouvez tout faire, que ce soit en compétitif ou en fun. C'est un Battletome au niveau du compétitif qui est plutôt bien placé, qui n'est pas top tier, mais qui va faire de bons résultats en tournoi. C'est le genre de truc qui est juste un peu en dessous du top tier. C'est le genre de truc auquel il y a En fait, ça peut être intéressant. ça peut être intéressant à ramener dans une équipe, que ce soit format Megabash ou format ETC. Il y a beaucoup de gens à l'ETC qui avaient ramené des Légions de Nagash. Nous, dans l'équipe de France, on n'en avait pas ramené parce qu'on pensait qu'il y avait beaucoup mieux et que ça ne faisait pas partie du top tier. Il y avait peut-être moyen de ramener la fameuse Grimghast Reaper dont on n'a pas parlé, mais la Grimghast Reaper en Légion du Sacrement. Autre chose, enfin voilà, chose dont on n'avait pas parlé, en début de V2, on pouvait jouer des Grimghast Reaper en Légion du Sacrement. Donc des unités Night Haunt, comme des Chain Rasp et des Grimghast Reaper et des Spiritos et des X-Wraith et des Guardians of Souls, tous ceux qui font partie de la boîte de base. Mais vous pouvez les jouer en Légion du Sacrement, en Grand Toast of Nagash, dans toutes les légions de Nagash. Et ça faisait partie du top tier du début de la V2 avec les Doctor of Kane, avec les Séraphons. Et c'était super fort. Christophe l'a joué pendant un très grand moment. Au final, il a été décidé que ça n'irait pas à l'ETC. Mais ça avait potentiellement sa place. Il y avait une légitimité d'y penser que ça pourrait aller à l'ETC. Beaucoup de gens, beaucoup d'équipes à l'ETC avaient ramené des légions de Nagash. Même des Nagash. Que ce soit pour le fun ou que ce soit pour le compétitif, on avait trouvé une liste, notamment contre la Pologne, faite pour les scénarios des héros avec Nagash. Donc voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il y a Oriane qui s'est fait doublement de poussière, une à l'Ariel, puis un Trilord ancien en 2 tours, je crois. Toutes mes condoléances à Oriane pour ça. Voilà, bref, que j'embrasse. Mais si vous êtes si vous êtes un peu mentaliste, Nagash, c'est assez cool à jouer. C'est très sympathique à jouer, surtout que maintenant le War Scroll a changé. Maintenant, Nagash est moins fort en Grand Toast of Nagash. C'est un peu le souci. Moins fort en Grand Toast of Nagash, il sera beaucoup plus fort en Ossiarch Bone Reaper. Arcane, la question se pose. Moi, je pense que Arcane est beaucoup plus fort en Légion de Nagash qu'en Ossiarch Bone Reaper. Parce que je trouve qu'en Ossiarch Bone Reaper, c'est un trop juste milieu entre Nagash et Katakros, où Nagash et des Lich Cavalos et des Soulmason. Et que là, vous vous retrouvez avec les Lords of Sacrement, où vous avez 4 sorts au lieu de 3, où vous avez plus 4 au lieu de plus 2, où vous avez des sorts qui permettent de débuffer, et en plus de ça, vous lancez tous les boucliers mystiques et tous les traits mystiques que vous voulez. Là, vous faites du mal, très clairement, et en plus, vous faites revenir des mecs summonable autant que vous voulez. C'est ça, donc en fait, qu'est-ce qui a changé sur leur War Scroll? En fait, ce qui s'est passé, c'est que côté Nagash, en Ossiarch, il a gagné, du coup, il gagne le keyword Ossiarch Bone Reaper quand il est en Ossiarch, il connaît tous les sorts du domaine de magie. C'est ça.
Il a pris encore 30 points. Par contre, il a gagné la capacité de lancer autant de traits mystiques c'est ça. et de boucliers mystiques qu'il le veuille. C'est ça. Par contre, de l'autre côté, ce qu'il a perdu, c'est la connaissance de tous les sorts des sorciers death sur la table. Voilà. Donc ça, c'est quand même dur parce que quand on jouait ça avec Neferata, on était super heureux d'avoir notre Nagash éthéré. C'est ça. Alors, bon, côté Nagash, il reste quand même assez costaud. De l'autre côté, on a Arcane. Arcane, lui... Avant, c'était 2 sorts. 2 ça. sorts par tour, Il est passé plus à 3. 2 en dissipation. Là, il est passé à 3. Il a pris 20 points aussi. Il a pris 20 points. Mais du coup, derrière... il a quand même perdu aussi la capacité de connaître à 18 pas les sorts des sorciers de la mort alliés. De stacker aussi ses PC. Donc Arcane, pour chaque PC dépensé, il gagnait 6 en portée pour tous les sorciers de la mort à 18 pas. Donc ça faisait des mains de poussière à l'autre bout de la table. C'est ça. Enfin, des vieillissements à l'autre bout de la table. Pardon. Et si jamais il y avait Nagash sur le terrain, il y avait moyen qu'il puisse se faire des mains de poussière à l'autre bout du terrain. Bon, après, Arcane plus Nagash, ça fait beaucoup. Ouais, c'est vraiment être cruel pour le coup. Mais du coup, en fait... Arcane est beaucoup plus fort, je trouve, en Légion de Nagash maintenant avec son nouveau War Scroll. Du fait qu'on le booste encore plus avec la Mortis, on booste encore plus avec le bataillon des Lords of Sacrement et avec la Légion du Sacrement. Là, vous vous retrouvez avec un mec qui a 4 sorts par tour, 4 sorts par tour plus 4 en lancement, dans un bataillon qui est vraiment bien. Franchement, c'est clair que quand on gagne un sort supplémentaire qu'on peut lancer sans souci à plus 4, et vos 4 sorts par tour, ça peut être 4 traits mystiques. Vous vous en foutez complètement. 4 traits mystiques à plus 4, votre 10+, vous l'avez quasiment tout le temps. Ouais, vous êtes à 65, 70, quoi. C'est quand même fort pour les D3 BM. Très fort. On va aborder un peu les différents profils. Différents War Scrolls qui peuvent être intéressants, à savoir qu'on a quand même abordé pas mal de War Scrolls. Les Mortark, Nagash, sont assez transverses quand même à toutes les légions. Mais il y a quand même quelques War Scrolls dont on aimerait bien parler. Qui sont vraiment uniques à la Légion de Nagash, quoi. Ouais, qui sont notamment dénommés, donc je pense à Vordrai. Donc Vordrai, pour faire simple, qu'est-ce que c'est? C'est 40 points de plus qu'un Vampire Lord sur Dragon Zombie. Et il les vaut. Il les vaut. Alors pourquoi? En fait, il a à peu près le même profil qu'un Vampire Lord sur Dragon Zombie. Sauf que, qu'est-ce qu'il a en plus? Il a un sort donc, qui lui permet de rajouter +1 à la touche et à la blessure, qui est très fort. Il a aussi, au lieu du tir du Dragon Zombie qui se fait à 9, lui, il a une aptitude qui se fait en phase de tir à 8 pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attention messire, et ça veut dire qu'il peut aussi avoir couru avant. C'est ça. Et qu'est-ce que ça fait? Là, c'est un tableau dégressif où on inflige des blessures mortelles. Donc, sur un 3+, et on rajoute 1 à ce jet, attention, hein, ça fait mal. Petit coucou à Alexandre. Donc, c'est sur un 3+, on rajoute 1 au jet si on a tué une figurine à la phase de combat précédente. Quand on est full vie, c'est 6 BM plate. Et ensuite, ça devient dégressif. Donc typiquement, vous arrivez sur un petit rune phaser, c'est 6 BM flat et ça saute. Alors pourquoi c'est fort? Parce que la plupart des héros à pied ont 5 ou 6 PV. Donc ça tue des branch wish, des rune phaser, des battlesmiths. Ça force, ça brain un peu votre adversaire, ça le force un peu à se déployer bien en arrière pour essayer d'être le plus loin possible de Vordrai. Ça c'est le genre de truc, si votre adversaire ne connaît pas Vordrai, ou en tout cas cette attitude particulièrement, c'est un tir par exemple, voilà, il va se le prendre dans la tête. Quoi. Et des héros comme ça qui sautent sur un jet de dés, ça fait mal. Puis il a une aptitude de co qui est monstrueuse. Alors, il doit la lancer sur un héros death, autre que lui. Pas lui. Donc c'est les anciens War Scroll, donc c'est pas précisé quand c'est lancé, donc par défaut c'est en phase de héros. Et donc, il peut faire taper immédiatement en phase de héros un autre héros death. Donc, vous imaginez, alors potentiellement Neferata, c'est déjà cool, mais on peut faire taper Nagash ou un Vampire Lord sur Dragon Zombie. Moi, c'est pour ça que j'en joue 2 dans ma liste. Et quand on fait taper un Vampire Lord sur Dragon Zombie en phase de héros, ça fait super mal. Pour peu qu'en plus le Vampire Lord sur Dragon Zombie, parce que c'est pas au début de la phase, ait claqué son PC pour relancer toutes ses touches juste avant, c'est champagne, quoi. C'est-à-dire que le truc, il va activer au moins dans ce tour-là, 2 fois en relançant toutes ses touches. Donc ça fait plaisir. Et franchement, Vordrai, vraiment, en plus d'être un personnage charismatique dans son fluff, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais c'est un personnage qui, pendant l'âge du chaos, en gros, quand Nagash s'est fait vaincre par Archaon, il a essayé en fait de devenir en fait le nouveau seigneur de la non-vie, de trahir Nagash,
en essayant de récupérer le corps de Nagash pour le détruire une bonne fois pour toutes. Arcane et Neferata, ils ont fait oh, tu vas te calmer tout de suite. Ils ont pris le corps avec eux pendant que Manfred faisait je sais pas quoi. Et ce qui a permis que plus tard Nagash se guérisse et revienne à la non-vie entre guillemets. Et Nagash bien évidemment a appris ce que Vordrai a fait, alors que Vordrai était l'un des plus grands généraux de Nagash. C'était genre un sous-Mortark vraiment juste en dessous. Et il a fait bah, tu sais quoi mon pote, voilà ce qu'on va faire. Je vais t'enfermer dans un cercueil pendant longtemps. Et quand je vais te ressortir de ce cercueil, tu vas devenir fou. Et je vais t'enchaîner en fait, enfin pas t'enchaîner, mais je vais te garder prisonnier dans ce qu'on appelle le fort pourpre. Ouais. Donc qui est une forteresse en fait un peu magique, qui est dans une dimension spéciale de Shaiish et qui, une fois appelée, peut être invoquée sur les ruines d'une forteresse n'importe où dans les royaumes mortels. Et à partir de là, Vordrai, il va péter un câble et il va attaquer tous les ennemis de Nagash. Voilà. Et en fait, ce qui est super cool avec Vordrai, c'est qu'il y a beaucoup de vampires qui viennent faire un pèlerinage chez lui parce qu'il fait partie voilà, pas de ces héros, mais de ces grands guerriers chez qui on peut apprendre vraiment des trucs, des petits trucs en termes d'art de la guerre, d'arts martiaux entre guillemets. Il va y voir comme Ikamas. C'est vraiment c'est un véritable senior sur Dragon Vampire chez qui on peut prendre exemple. Et il y a beaucoup de Vampire Lords et de Blood Knight qui vont faire des pèlerinages au Fort Pourpre quoi, et qui ont et qui veulent avoir l'honneur de se battre aux côtés de Vordrai. C'est ça, donc en termes de. Dans l'échelle de la Légion du Sang, il y a clairement Neferata, et après on a des bonhommes un peu nommés comme Vordrai. Et Vordrai, en fait, son fluff se caractérise justement avec son PC. Du coup, c'est son envie en fait d'être complètement. C'est un bloodthirster entre guillemets. Hein. Il pète un câble. Nagash l'a rendu complètement fou. Il envoie à la guerre. Immédiatement. Exactement. Donc du coup, c'est vraiment un général déchu qui maintenant est juste un chien de chasse. Voilà. Encore une fois, on parlait en Night Hunt de la justice de Nagash. Nagash, il blague pas. Il blague pas. Donc voilà, Manfred, il fait le malin, mais il se tient à carreau concernant Nagash parce qu'il sait qu'il n'a pas envie de recevoir le même sort que Vordrai. Même chose pour Neferata. Arcane, il rigole parce qu'il sait que son meilleur pote, c'est Nagash et que du coup, il va jamais rien lui arriver. Mais voilà, en tout cas, Vordrai, il a vraiment un fleuve vraiment intéressant. Donc voilà, c'est une belle figurine. Enfin, c'est la figurine du Vampire Lord sans casque, mais c'est ça. Donc il est bon, après il est quand même ultra costaud. Hein, save de base à 3. Puis du coup, il devient intéressant à synergiser quand on s'amuse à jouer avec Neferata, puisqu'on en a un qui est en amulette éthérée et l'autre, quand on n'est pas trop mauvais comme moi, on arrive à lancer ses sorts éthérés sur du 6. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et on se retrouve avec deux, en gros, bêtes de combat qui sont éthérées et qui sont souvent en relance D1 à la sauvegarde. Donc, et qui se soignent aussi une fois par partie de D6, qui se soignent aussi à tous les tours s'ils ont tué quelqu'un. Enfin bref. Et en fait, tout comme le Vampire Lord sur Dragon Zombie, à petit format, il est vraiment implacable. À petit format en Meeting Engagement, par exemple. Quel salaud qui a sorti ça. Pour l'instant, personne, je pense, a sorti Vordrai, mais franchement, vous voulez gagner un tournoi à Meeting Engagement, il y a moyen que si vous sortez Vordrai, ça se passe bien. Donc voilà, après. Pour ça, 480, 440, on est déjà sur du 920. Bon, après, ça veut dire qu'il faut quand même être capable de rentrer deux lignes, donc vous aurez du mal à mettre les deux. Mais non, vous sortirez qu'un seul Vampire Lord sur Dragon Zombie, il reste à savoir lequel. Alors si vous voulez derrière, vous pouvez sortir deux Dragons Zombies et deux lignes à 60. Quoi. Vous pouvez tuer deux Vampire Lords sur Dragon Zombie et 2 x 10 zombies. Ce sont les loups-garous. C'est ça. Les Dire Wolves qui sont à 70 et eux en plus c'est une ligne assez intéressante. C'est ça, ouais, donc on va peut-être en parler un petit peu. Grosso modo, c'est 2 PV par tête. Save un peu pourrave, 70 points les 5, 10 de mouvement, summonable, donc ça se fait soigner par les fosses communes. Ça peut réapparaître surtout. C'est ça, ça peut réapparaître. Ça fait une bonne ligne de cordon, ça fait des bonnes battle lines, ça coûte pas cher. Avant, en V2, en fait, en début de V2, c'était la battle line des Légions du Sacrement avec la full Gringast Reaper. On mettait 2 nécromanciens, 3 x 30 Gringast Reaper, et on mettait 3 x 5 loups. C'était la liste de Christophe. Je te salue mon pote.
Non, c'est une ligne qui est forte. Ça nous permet d'avoir, entre guillemets, une taxe qui est pas chère, mais efficace pour aller se déporter sur un objet, pour entourer un héros. Honnêtement, ça fait le taf. les 10 points de plus, franchement, ne changent pas non plus grand-chose, je pense, pour être Non. honnête. Et pour être efficace, à la limite, ils auraient peut-être dû augmenter aussi le prix des zombies. Les zombies qui, eux, vraiment, ça n'a pas de save. Ça joue vraiment sur la saturation. Il faut en jouer 60 Ouais. pour être bien. C'est de la chair à canon. C'est vraiment de la chair à canon. Vous êtes vraiment là pour qu'ils tiennent un tour. Ils vont se prendre du bouilli. Vous mettez un cordon de 60 zombies ou 40 zombies, quoi qu'il arrive, ils vont mourir. C'est juste que ça coûte pas cher pour ce que c'est. Ouais. Et derrière, ça occupe l'objet. Vous pouvez les faire revenir, c'est summonable, etc. etc. Puis c'est très drôle, c'est la seule ligne qui vous permet de jouer Nagash à 1000 points aussi. C'est ça. Et au pire du pire, si vous êtes vraiment un mec dégueulasse et pas poétique, vous jouez 300 zombies sur la table avec 2 nécromanciens. Voilà. Donne pas de mauvaises idées, on sait jamais. On m'accuse déjà de. On nous accuse déjà Mais de c'est de plébisciter la mort sur AOS. La mort, c'est la vie. Enfin, on s'est capté, quoi. Et du coup, moi, j'adore le fait que dans les Légions de Nagash, on a vraiment accès à beaucoup de battle lines. Qu'on ait non seulement plein de battle lines de base, mais qu'en plus, on ait des battle lines en fonction d'une allégeance, en fonction d'un général. Derrière, franchement, on a vraiment tout type de style de jeu. En Grendos no Nagash, on a vu qu'on était très axé squelette, ou alors Morghast si on avait Nagash de son côté. On peut mettre des chaînes rasp, on peut mettre des loups. On peut mettre des loups, on peut mettre des chain rasp. On a vu on peut mettre des graveguards. Les graveguards, ouais, Grendos no Nagash, c'est vraiment axé squelette. Derrière, les gens du Sacrement, on a vraiment envie de déboîter les gens à la magie. Legion of Blood, on a vraiment envie de sortir son Vampire Lord éthéré, ses Blood Knight, son Vampire Lord vraiment Death Star avec lequel on a envie de tout défoncer, accompagné d'un Prince Vordrai par exemple. En Légion de la Nuit, peut-être que des packs de Morghast, ça peut être très sympa. Un pack de 4 Morghast qu'on fait FEP. Franchement, avec Manfred d'un côté, ou alors un Vampire Lord. En fait, vous pouvez faire Vampire Lord en Légion de la Nuit, Vampire Lord sur Dragon Zombie, un pack de squelettes et 4 Morghast, unités de 4 Morghast en fait, parce que vous pouvez aller jusqu'à 3 unités en frappe en profondeur. Vous faites ça. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Hein. Vous avez un double tour derrière, vous faites super mal. C'est clair. Après, il faut avoir de quoi occuper les objets pendant ce temps, mais... et puis derrière, en Soulblight, c'est une allégeance un peu mignonne. Je pense que c'est vraiment... Prenez ça le temps qu'on vous sorte un bouquin. C'est clair. Vous avez la Légion du Deuil qui va jouer vraiment sur la braverie bombe. Donc, encore un style de jeu différent. Clairement, on a l'impression que sur toutes ces allégeances, franchement, en fait, sans tout refaire, en rajoutant quelques traits de co, domaine de magie, on change rien, touchez pas. Mais quelques traits de code, quelques artefacts, essayer de les différencier un petit peu plus que simplement un truc supplémentaire, genre des attaques en blood, le 4+ en sacrament, le 5+ en Grand Host of Nagash. C'est un battle tome passionnant, pour être honnête, à l'image de Cities of Sigmar, où vous allez avoir plusieurs cités, plusieurs styles de jeu. Vous avez Tempest Eye qui avance bien, qui fait du bon tir. De l'autre côté, vous avez Hammerhall qui va charger avec ses demi-griffes. Là, vous avez vraiment tous les styles de jeu possibles, pour à peu près tous les niveaux possibles. Et c'est juste super cool. Le fluff qui va avec est super cool. Les règles qui vont avec sont super cool. Les figurines sont super cool. Malgré le fait qu'elles viennent de Battle, elles ont quand même ce charme de l'ancienneté. Et en même temps, elles sont assez récentes pour vraiment n'avoir rien à envier aux nouvelles figurines qui viennent d'apparaître. Elles sont charismatiques. Vous avez l'occasion de jouer des tons. Ce n'est pas le cas de toutes les armées. En Hightaunt, vous allez être un peu triste niveau Behemoth et tout. Là, putain, moi quand j'ai eu l'occasion de sortir mon Vordrai et mon Dragon Zombie, c'est royal, quoi, avec une Neferata. Vous avez vraiment beaucoup de combos à faire. En fun, franchement, allez-y, amusez-vous. Vous avez de quoi faire n'importe quoi. Tout et n'importe quoi avec ce Battle Tome. Il y a tellement de niveaux de lecture avec que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En compétitif, vous pouvez surprendre vos adversaires sur des scénarios divers et variés. Vraiment, Légion de Nagash a cette particularité d'être tellement vaste et d'être un Battle Tome tellement bien en fait que si vous êtes passionné avec ce Battle Tome, si vous êtes vraiment passionné, il y a tellement de niveaux de lecture avec ce Battle Tome que si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez faire une armée vraiment forte dans un but spécifique et surprendre votre adversaire. Ça fait mal. Ça fait mal quand vous prenez un adversaire qui peut faire partie du top tier.
mais qui va vous prendre de haut ou qui va pas forcément connaître votre armée et faire des erreurs de mouvement. Ouais. C'est là qu'avec les légions de Nagash, vous pouvez vous engouffrer. Alors peut-être que sur certaines armées, l'armée en face sera trop puissante en termes de stats, de tanking et compagnie, que bon, même si vous engouffrez dans l'erreur, elle s'en sortira. Mais souvent, vous pourrez vous retrouver avec des mecs qui vont faire des erreurs parce qu'ils ne vous connaissent pas vous en tant que joueur, ils ne connaissent pas votre style de jeu, ils ne connaissent pas non plus le style de jeu, les différents styles de jeu potentiels de chaque légion de Nagash. Du coup, vous avez un avantage psychologique. Vous avez en plus des styles de jeu hyper particuliers. Je pense par exemple, moi, sur ma liste Grand Host of Nagash, où je pars avec un dragon zombie, un Vordrai et une Neferata. Je veux dire, c'est sur les différentes parties que j'ai eu l'occasion de faire contre du Fire Slayer, par exemple. En fait, on ne va pas rentrer dans son jeu à la force de frappe pure. Sauf que quand on commence à lui foutre du -2, -3 à la touche, qu'on divise ses attaques par 2 sur tous ses packs, en fait, vous allez peut-être pas lui faire très mal. Vous avez les moyens de faire mal mais avec lui, il ne vous fera pas grand-chose. Donc tous ces petits packs de Vulkit à côté, ça va sauter. Les packs de Hearthguard, ils vont s'écraser. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, un bon joueur qui connaît aussi les listes adverses va jouer un tour ou 2 tours en avance. Quand un joueur ne connaît pas son adversaire, ne connaît pas le battle tome adverse, il va jouer au présent. C'est-à-dire qu'il va jouer sur le tour. Ouais. Il va vraiment jouer sur la réaction, il ne va pas jouer sur la préparation. Et ça, c'est une avance pour vous en fait. Parce que si vous connaissez bien votre armée, que vous en êtes passionné et que vous savez déjà ce que vous allez faire au T3 alors que vous êtes au T2 ou vous êtes au T1, et que vous connaissez l'armée top tier ou l'armée assez forte que beaucoup de gens jouent, du coup vous savez comment ça va se jouer, vous avez de l'avance sur votre adversaire, c'est magique, c'est magnifique. Donc voilà, en tout cas moi c'est un battle tome que je porte dans mon cœur parce que voilà, c'est le tout premier, c'est le vrai premier battle tome. La Grande Alliance Death n'est pas un battle tome, c'est juste un compendium de War Scroll. C'est le premier battle tome que j'ai joué à AOS. Je me suis amusé avec, j'ai passé un an, quasiment un an et demi à jouer qu'avec ce battle tome et à varier les goûts et les plaisirs avec. Arcane, c'est mon personnage préféré avec Nagash et Katakros maintenant. Moi, je kiffe ce battle tome. Le fluff est cool. Les armées les différentes légions et les différentes armées possibles sont cool. Donc franchement, allez-y, foncez dessus. Si vous kiffez la mort, je vous conseille de commencer par les légions de Nagash direct parce que en plus, ça vous ouvre tellement d'horizons sur tout le reste de la mort, que ce soit en Flesh Eater, en Ossiarch, en Nighthaunt. Franchement, allez-y, faites-vous kiffer. Oui, vous avez accès à la FEC en allié. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est un vieux BT que c'est un BT mauvais, voilà, clairement. Et on dit que c'est un vieux BT, mais c'est l'un des premiers BT à être sorti pour la V2. Ouais. Il a été programmé pour la V2, certes avec quelques petites coquilles de règles de V1, par exemple plaqué de la non-vie, où c'est toujours sur du 6 pouces natif. C'est un autre bénéfice pour le coup. C'est un autre bénéfice, hein, on le prend. Alors voilà, on le prend. Mais voilà, bon, il y a quand même quelques vieillesses dans certaines règles. Mais bon, on les prend quand même. Et en même temps, c'est un battle tome qui vit toujours bien la méta. Hein. Ouais. Elle est pas top tier, mais elle fait partie des battle tomes où il faut se méfier. Il y a eu des tournois qui ont été gagnés avec beaucoup de joueurs, où il y a eu genre 2 ou 3 légions de Nagash sur le podium, alors qu'il y avait des listes beaucoup plus fortes sur le papier. Donc ça prouve encore une fois que si vous connaissez votre armée, si vous connaissez les listes adverses et que vous êtes passionné, que vous savez comment jouer, que vous êtes entraîné avec votre armée, c'est un battle tome qui se prête bien à ce genre de choses, à l'évolution. Pour faire évoluer un joueur de débutant à bon joueur de tournoi, c'est un très bon battle tome à utiliser, franchement. En fait, vous développez un bon style de jeu avec plusieurs styles de jeu. Ce qui me fait dire que ce BT, entre guillemets, peut assez bien vivre à ce qui se passe sur les nouvelles sorties, c'est qu'en fait, on a des armées qui vont être un peu autonomes. Je pense à Iron Joe, ils vont se buffer, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et ensuite y aller. Fire Slayer, c'est la même chose, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont ensuite y aller. Là où en fait ce BT va avoir énormément d'interactions avec l'adversaire, et même si ça tape pas aussi fort, même si ça n'a pas de la reine, même si ça n'a pas de la course et charge, je veux dire, toutes les armées en face, quand vous leur collez un -4 à la touche, ils font plus rien. Et c'est le genre d'armée en fait qui a tellement de ressources qu'il peut survivre à des nerfs. Quand on voit en fait les Fire Slayer, les Ossiarch, les Skaven, voilà, très clairement le top tier, même les Cities of Sigmar, on peut s'attendre très clairement à un gros nerf, soit en termes de points, soit en termes de réécriture de règles pour ces battle tomes là, une fois le manuel du général sorti en juin, donc pour 2020 par exemple. Les légions de Nagash, ils s'en sortent très bien depuis 2 ans.
Ouais, puis ça tourne autour plein de War Scroll, quoi. Ça tourne autour de plein de War Scroll. Et le temps que les autres se fassent nerfer, eux, ils remontent progressivement. Hein. Ils remontent progressivement. Et du coup, voilà, c'est un super bon Battle Tome. Moi, c'est mon coup de cœur. Enfin, j'adore tous les Battle Tomes de la mort. Mais celui-là, il reste au fond de mon cœur parce que c'est celui avec lequel j'ai grandi, entre guillemets, en tant que joueur d'AOS, quoi. Ouais, c'est clair, moi avec les Séraphons, c'est clairement, en tout cas la Grand Host of Nagash, ce BT en fait, hein, avec Séraphon, c'est ce que je trouve le plus intéressant, déjà parce que ça se prête pas mal à mon style de jeu, je kiffe la magie, et puis voilà, en fait, on est dans l'anticipation sur la connaissance, ça enregistre, Ouais, ça marche, t'inquiète ça pas. On est dans l'anticipation de ce que va faire l'adversaire, et on dispose de plein d'outils si on a correctement buildé sa liste, et puis voilà. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce BT. On n'est pas rentré à fond sur tout parce que il y a trop de choses à dire, trop de niveaux de lecture. Il y a plein d'entrées. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui se recoupent. Donc ce qu'on a dit sur certains War Scrolls, sur une allégeance, c'est vrai aussi sur d'autres allégeances, du BT évidemment. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce magnifique BT qui est quand même le plus beau avec les Séraphons, il faut dire la vérité. Pour moi, c'est le plus beau. Toute la mort est belle, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a quand même bien kiffé faire ça. Et puis voilà, donc si vous avez des retours, n'hésitez pas. Si vous avez envie de discuter à propos de ça en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez envie de dire qu'il a dit que des conneries, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas à me le dire. Je l'accepterai avec gentillesse et sourire. Évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis salut, salut. Salut les mecs.